Bonjour tout le monde sur Légende, bienvenue. Aujourd'hui notre invité c'est Koffs, le rappeur qui est dans Bande Organisée, qui a aussi joué dans plein de séries comme Pax Massilia notamment sur Netflix et dans plein d'autres films. Aujourd'hui c'est notre invité, il sort son album qui s'appelle Après minuit. On n'est pas dans le studio, vous le voyez, on est à Marseille, on est descendu le voir au château de Forbin qui nous a prêté gentiment le château, on les en remercie. On va le retrouver à l'intérieur, il sort son album qui s'appelle Après minuit, il nous attend là-bas, on y va. La famille, c'est Koffs, on est sur Légende, et aujourd'hui, on va bien parler. Allez, merci, je te reprends le clap. Bienvenue. Merci, On est à quoi? On est à 500 mètres de chez toi, en vrai? Non, on n'est pas très loin, on est venu à Marseille. Ouais, t'es 1,5 km quand même. À côté, on est juste là. On te reçoit dans un très beau château, t'as vu? Bah, c'est respecté. Je pense que si tu vends un radiateur ici, tu peux t'acheter une autre maison. Voilà. De ouf. C'est le matériel, tu verras, on a un château qui est d'une beauté. Totalement. Comment ça se passe, nouvel album? Écoute, super content. Après minuit? Super content, ouais. Je l'ai bien travaillé. Je pense clairement que c'est mon meilleur album. Et ouais, je suis super heureux, quoi. C'est stressant à chaque fois quand tu sors un album? Parce que c'est tellement de taf, non? J'ai l'impression que ouais, mais quand en ça fait, part... Tu sais, je gère le stress depuis que je suis gamin, moi, en fait. Depuis que je suis minot, je gère le stress. Donc en vrai, ça va. Là, ça me fait pas si peur que ça. Ouais, c'est vrai. Je sors un projet, j'arrive à relativiser, à me dire, écoute, Fouad, ça marche pas. Mais le coup, les hal, je l'aurais envoyé, tu vois. Ah, t'arrives à être un peu en retrait de ça? De ouf. En vrai, c'est que je suis super bien entouré. Je suis entouré de personnes qui vont me dire, Fouad, on s'en bat les couilles. Le prochain m'a tout niqué. C'est vrai? Ouais, mais grave, on relativise de ouf. Dans le sens où, Fouad, c'est pas grave, ça n'a pas marché, mais au moins, t'es dans tel film. Enfin, nous, pour rien, tu vois. Pas grave, ça a bien marché, on va aller au restaurant. Ok. On va en parler, mais tu joues beaucoup à côté, c'est-à-dire que tu fais du rap, évidemment, on te connaît pour ça. On te connaît aussi, là, moi j'ai vu Pax Massilia, on l'a vu sur Netflix avec Olivier Marchal. Il y a plein d'autres projets, tu vas nous raconter un peu. C'est une deuxième carrière en parallèle qui t'excite un peu, c'est sympa de jouer? Ouais, en fait, tu sais, comme j'ai toujours dit, je pense que la musique, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour moi en tout cas, je ne me vois pas faire de la musique toute ma vie. Okay. Ah oui? Ouais, je ne me vois pas faire de la musique toute ma vie. Le milieu de la musique en soi, c'est pas un truc qui me fascine honnêtement, tu vois. Donc, en soi, je me dis, autant finir dans l'art, toujours dans l'art, mais dans un truc qui me plaît peut-être plus, qui est le cinéma. C'est pas facile, hein, quand on sait pas jouer la première fois, qu'on arrive sur un plateau, c'est stressant quand même. Tu te retrouves face à des acteurs, à des comédiens, à des comédiennes. C'est frérot, en fait, tu as vu, quand tu fais des clips, quand tu es dans la musique, tout ça, en vrai de vrai, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu es confronté à faire de la gestuelle devant 300 mecs de ton quartier. Tu vois qu'eux, peut-être, ils ne comprennent pas, frère. Qu'est-ce qu'il fait, là? Tu vois, il nous fait le quinri, tu vois le délire ou pas? Et surtout, moi, dans mon quartier, c'est comme ça. Mon quartier, c'est un quartier il te flambe de ouf. C'est ça. En fait, tu sais qu'au moindre petit geste un peu chelou, t'es fini, quoi. De ouf. Ah, dans mon quartier, tu mets une basket un peu bizarre, mon gars, on te descend. C'est space de ouf. Ça veut dire que... T'as pas le droit à l'erreur. Exact. Et j'ai surmonté ça, moi. Ça veut dire que moi, je fais partie surtout dans mon quartier, des rappeurs que... c'est un comique, lui, il rappe. C'est un rappeur. Tu vois le délire ou pas? À l'époque, il y avait les rappeurs, il y avait les mecs qui font grave des conneries, il y avait des trucs. Et moi, je faisais partie des rappeurs, en fait. Tu vois? Et quand tu as surmonté ça, bah, crois-moi que devant une caméra en plein tournage, t'es entouré de régisseurs. C'est pas facile, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait. En vrai de vrai, pour moi, ça a été facile. Mais je trouve que il y a certaines personnes qui veulent se lancer dans le cinéma, quand elles se retrouvent face à la caméra, il y a un petit blocage. Après, je travaille aussi beaucoup ça. Ah, c'est vrai? Ouais, je fais attention, frérot. Je fais attention avec qui je tape, dans le sens où t'as besoin, des fois, pas forcément de prendre des cours, mais aujourd'hui, je travaille avec une coach qui s'appelle Caroline, qui est super forte, et qui, elle, va t'enlever tous les gènes, les mimiques déjà, mais hormis ça, les gènes, tu vois, elle va te faire des trucs super débiles. Super débiles, en pleine répétition. Moi, je suis arrivé la première fois quand j'ai fait mon cours, ils étaient une quinzaine dans le cours. Donc, entre guillemets, par rapport un peu à ma musique, les gens savaient qui j'étais, moi, je savais pas qui était qui, tu vois. Et j'arrive, et elle me demande de faire des trucs super chelous. Si je te les fais là, mais tu pleures de rire. Tu fais des trucs comme ça, et là, tu te dis, en vrai de vrai, une fois que tu as fait ça, tu peux plus avoir de gêne face à la caméra. C'est ce qu'ils appellent les moments privés. Dans l'Actor Studio, la méthode américaine, ils demandent de faire des moments privés. Par exemple, ils vont dire, cure-toi le nez.
devant tout le monde, Mais de pendant ouf. 1 minute, et personne ne parle, et t'as 40 personnes qui te regardent te curiner debout devant tout le monde, et en fait, après, quand t'as fait ça, tu peux tout faire. Mais exactement. Et elle t'enlève tous ces trucs-là. Donc en vrai de vrai, quand tu travailles le truc, après ça y est, tu peux tourner. Hein. Tu sais, le principe de l'émission, c'est de refaire un peu la vie. J'ai vu que tu avais galéré pendant des années, tu n'as pas lâché. Tu vas nous expliquer après, avant de percer, etc. Après, tu as eu des disques d'or, mais c'est intéressant aussi de comprendre l'évolution, comment le mindset, comment tu n'as pas lâché quand c'était difficile, Je etc. suis l'égérie de Mizuno, hein. C'est pour ça qu'on va faire des choses. Excuse-moi d'avoir coupé. On reprend. Je reprends. Excuse-moi. Moi, je croyais que tu étais géré Hugo Boss, Casio et Mizuno, je n'ai pas compris. Non, je suis égérie de... J'aime bien Hugo, j'aime bien Casio, tout ça, mais là, la paire. Excuse-moi, je suis obligé de... T'inquiète, mets-la dans l'axe de la cam si tu veux, comme ça tu seras mieux rémunéré après. On reprend, excuse-moi. T'as posé un couplet que tout le monde connaît par cœur sur Bande Organisée. Ouais. Je crois que c'est le titre, on avait noté, le plus rapide de l'histoire de la musique française, ça va faire 100 millions de streams, ça a été banger, de ouf. Et t'es aussi donc acteur, on en reparlera tout à l'heure, mais t'as joué dans Chouf, dans Bac Nord, dans Léo Mattei, t'as fait plein de trucs, hein. Moi j'ai découvert ça, parce qu'on peut pas tout voir, personne n'a tout vu. Bien sûr, sûr, tu touches des cibles un peu Non, différentes. c'est juste que tu t'en bats les couilles. Vas-y, finis. J'ai compris comment t'étais. Vas-y, t'inquiète pas. J'ai compris. En tout cas, moi Sadek, je suis hyper content de te rencontrer. Ah non, mais c'est super cool. Merci le sang. Merci le sang. Parce qu'au début de l'émission, elle me dit m'appelle pas Sadek, etc. Parce qu'on m'a déjà confondu, c'est marrant, on l'embrasse fort d'ailleurs, Sadek. Et la vie de ma mère. Énormément, on est obligé d'en parler. Mais pas mal de fois, on me confond avec Sadek. Et c'est vrai des vidéos, mais écoute, alors vous ressemblez pas du tout, en vrai, moi qui connais les deux. Écoute, je vais t'envoyer une vidéo que tu mettras, s'il te plaît. Elle dure 10 secondes. Le mec, il est persuadé que je suis Sadek. Dans le supermarché. Dans le supermarché. Bien tu sûr, l'as vu, celle-là? Mais je l'ai, là, bien sûr. Ah, attends, tu crois que je m'en fous? Je te jure, Alors, ça on va, a préparé ça va alors, il est renseigné. C'est bon, il peut quitter Marseille. Je suis qui? Je te jure que tu ressembles trop à Sadek. Moi, je suis... Oh, mais non, t'es un rappeur. Je suis Sadek. Ah, tu mets les doutes. Tu mets le doute. Pour moi, celle-là, il est incroyable. Ce mec-là, il est... allez, dis. Mais je te jure que ça m'arrive souvent. Et ça, c'était en Espagne, ça. Ça, c'était en Espagne. Le mec, il me dit, frérot, on peut faire une photo. J'étais content. Je me suis dit, on me reconnaît ici. Franchement, je kiffe ce que tu fais, Sadek. Va te faire enculer. En fait, c'est vexant quand on revoit quelqu'un d'autre. Même si le mec est sympa, ça n'a rien à voir. Mais quand on te confond... Tu sais, c'est quand la première fois que ça a été vexant? Je vais te dire la vérité. C'était la première fois que ça a été vexant, justement. Après, le reste, tu le prends à la rigolade, tu vois. Mais un jour, je viens de signer en maison de disque. Je suis en bas justement du label. Et je suis avec mon DA. Et j'essaye de... T'inquiète, je suis un peu connu de ça. Et il y a une meuf, elle arrive, elle me dit excuse-moi, on peut faire une photo? Et moi, je regarde mon DA de dire, tu as vu, mon gars? Et je prends la photo. Elle me dit, allez, merci, Sadek. Je te mens pas, frère. Frustration totale. Et après, depuis, je me suis habitué en vrai. Tu lui as envoyé à Sadek ou pas? Est-ce que tu lui as envoyé ça? Ben oui, mais avec Sadek, on s'envoie des messages. Trop marrant. Tu mets le doute. Ah, mais c'est trop incroyable. Trop rigolo. Avant l'émission, j'ai vu que tu disais à pas mal de gens que tu donnais assez peu d'interviews. T'aimes pas trop ça? Ouais. C'est pas facile l'interview. Hein. En fait, c'est que j'en ai fait pas mal. En fait, j'en ai fait au début de ma carrière entre guillemets musicale. J'en ai fait pas mal. Et aujourd'hui, on va parler un peu médias en soi. C'est bien de jouer le jeu avec certains médias, ok. Mais il y a certains médias que eux ne jouent pas le jeu. Okay. Et donc à partir de là, je préfère me restreindre et me dire, écoute, je vais donner des interviews quand je veux, quand je sens le projet, et basta. Parce qu'arriver pour parler, pour rien dire, ça y est. Tu vois. Et des trucs assez entre guillemets, comme je t'ai dit, intéressant. Dans quel sens? Je vais sélectionner, tu vois, c'est comme dans le cinéma. Je vais pas accepter n'importe quel rôle, je vais pas prendre tous les rôles à toute barzingue. Donc en soi, je vais sélectionner. Ben, pour moi, les interviews que je vais faire, tous les endroits où je vais passer, je vais faire très attention et bien sélectionner les trucs, tu vois. Donc en soi, tu peux te catégoriser comme quoi tu es un bon gars, tu vois. Écoute, j'aime beaucoup tes interviews. Je te remercie. Et en termes de jouer le jeu, pour répondre à ta question, c'est que tu as vu, on va parler clair, les artistes, on est tous bons à donner de la force à certains médias, ok. Sauf que quand ces artistes-là ont besoin de ces médias-là, eh ben, ces médias-là font des aveugles. Ah, tu veux dire, tu rends service et on te rend pas service. Ouais, parce qu'en vrai de vrai, on va pas nous faire croire que faire une interview pour tel média, c'est pour nous. Entre guillemets, c'est réciproque dans le sens où c'est pour les deux. Oui, ça aide le média. Mais le mec, il s'est donné quand même. Le mec, il est venu, il a donné de son temps, Donc, la moindre des choses, c'est quand il sort un truc ou qu'il fait un truc de bien,
diffuse-le. Ouais, d'appuyer un peu. N'attendez pas que le mec tombe sur un bad buzz ou sur une pseudo-sauce pour partager. Ces médias-là, moi, je les supporte pas. Pour reprendre ta vie, t'es né dans la cité, enfin t'es né à Marseille, après t'habitais à Herbel, c'est ça? Tes parents d'origine algérienne, c'est un rapport avec un jeu qui arrive juste après, donc c'est pour ça que je spécifie tout ça. Ils faisaient quoi dans la vie? Musique ou rien à voir? Non, rien à voir, ni mon père ni ma mère sont dans le milieu de la musique, tu vois. Mais mon père était maçon, tu vois, et boulanger aussi, et ma mère était femme de ménage. 5 frères et sœurs, Ouais. c'est ça? T'étais le plus Je suis le plus petit. le plus jeune. L'ambiance a été comment à la maison? C'était éducation stricte, éducation cool? T'es élevé par tes frères et sœurs? T'es élevé par tes parents qui sont sévères? C'est quoi? Non, j'ai une maman très sévère, oui, mais j'ai un papa super rigolo. Super rigolo? Ouais, de ouf. Moi, j'ai un père qui kiffait la vie. Allah yarhamou, il est décédé aujourd'hui, mais j'ai un père qui kiffait la vie. Tous les vendredis, mon père, il faisait le couscous, vu que c'était un très bon cuisinier. Il faisait le couscous et il invitait tous les jeunes de la cité à manger, tu vois. Donc moi, j'ai un frère à moi qui a à peu près mon âge. Notre génération, il la mettait dans une chambre. Il mettait la génération de mes grands frères, qui étaient plus grands que nous, dans une chambre. Et la génération de ma sœur, en tout cas les filles, dans une autre chambre, tu vois. Et on mangeait le couscous. Mon père, il mettait la musique. C'était un bon vivant. C'était un drôle, ouais. Ouais, c'était un grave bon vivant. D'ailleurs, ma mère, elle a jamais voulu que je fasse de rap. Ma mère, elle m'a toujours dit, trouve un travail, tu vois. Et mon père, il a toujours dit non, laisse-le faire ça. C'est vrai? Ouais, laisse-le faire ça, tant qu'il fait pas de conneries comme ses frères. Laisse-le faire ça. D'ailleurs, ma mère, elle m'a dit, il y a avant-hier, j'étais sur un tournage. Je lui ai fait un snap pendant que j'étais dans le tournage. Et elle m'a dit, trouve-toi un vrai travail. Non, c'est vrai. Ça n'a pas évolué de ta minute. Je suis dégoûté. Elle n'a pas compris, voilà. Elle n'a pas... Toujours pas? J'ai tout fait, hein, pourtant. Sur ma vie, j'ai tout fait quand même pour lui montrer que j'ai du buzz maintenant, voilà. Je suis pas dégain, voilà. Mais elle veut rien savoir, elle s'en bat les couilles. Je crois qu'elle s'en bat les couilles, frère. Elle était pas fière de toi, même quand tu lui montres, je sais pas, des clips, des trucs. Je l'ai ramené à l'avant-première de Chouf. Je prends un prix, meilleur interprète français. C'est du festival entier. Elle s'en bat les couilles. C'est vrai? Ça lui fait ni chaud ni froid. Dans sa tête, tant que j'ai pas un vrai travail, je suis... T'es dégueu. Je suis un dégain pour elle. Je suis dans l'illégal. Ouais, voilà, c'est ça. Tant que j'ai pas un vrai travail, ouais, je l'adore. Et toi, t'étais comment quand t'étais jeune? T'étais plutôt bagarreur, plutôt drôle, plutôt un mix des deux, plutôt bon élève? J'étais un gangster. Tu étais un gangster? Ouais, 13 ans, je crois. Gangsterisme de ouf. C'est vrai? Ah, j'étais un gros gangster, moi. On me connaît partout. C'est le menteur. On me bat les couilles, street cred, on t'a dit, bordel de merde. On va parler de street cred, il n'y a pas de problème, on va en parler après. Quand j'étais jeune, j'étais pas du genre à me laisser faire. J'étais pas du genre à me laisser faire. J'ai eu ma période un peu agitée, un peu de mec un peu agité, tu vois. Mais ouais, en fait, je vais te dire, en vrai de vrai, j'étais un mec de cité lambda, en vrai. J'étais un mec de cité lambda, la vérité, tu vois. 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, t'es à la cité. Tu sais pas ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire de ta vie. T'as pas d'exemple. Voilà, tu vois, donc t'as les premières conneries qui te sont proposées. Tu vois, malheureusement, t'essayes de tenir, mais des fois c'est dur, ok. 20 ans, tu te dis, bon, là, faut que je commence à faire un truc dans ma vie. Et t'as ta mère qui vient tous les jours te taper à la porte. Nod, voilà, ça veut dire va travailler. Et pour ma part à moi, c'est que j'ai tous mes grands frères en soi qui ont fait, entre guillemets, pas mal de conneries, malheureusement, et que j'ai dû prendre en exemple, mais dans le bon côté. Tu dis dans l'album Après minuit, dans le son 1990, je l'avais noté, tu dis « Et pour diverses raisons, je ne vois plus mes grands frères à la maison. Plus tard, je comprendrai qu'ils étaient tous en prison. Oui. » C'est ça qui t'a donné envie de faire des conneries, j'imagine. Tu vois tes grands frères faire des trucs, tu dis « Moi aussi, je veux en être. » En fait, je vais te dire une chose, c'est que il y avait une période de ma vie où les deux plus grands, j'avais des doutes que c'était vraiment mes frères. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Mais tellement que je les voyais pas à la maison. Je les voyais pas, moi. Je les voyais jamais. Ils faisaient quoi? C'était quoi comme type de conneries? Un peu tout et de rien, tu sais, comme des mecs de cité qui vont... Tu sais, c'est pas des trucs bien grandioses, tu as vu. Au grand jamais, je ferais passer mes frères pour Al Pacino, mais en soi, tu vois,
C'est leur petite connerie, tu vois. Des fois, c'est des petits vols à qui ils ont payé leur dette aujourd'hui. C'est très bien, tu vois. Mais ils sont tous rangés d'ailleurs aujourd'hui. Mais ouais, ils ont tous fait des conneries. Donc au final, comme je t'ai dit, je les voyais jamais, moi, mes frères. C'est Samir, un de tes frères, qui t'a fait découvrir le rap quand même. Il y en a un qui te dirige vers ça. Il en faisait ou il aimait juste le rap et il te fait découvrir en te faisant écouter? En fait, lui, il écoute les premiers titres que moi, je me rappelle en tout cas. C'était Alibi Montana. Le premier rappeur que j'ai entendu dans ma maison, il écoutait à fond, tu vois. Premier souvenir? Ouais, premier souvenir, c'était Alibi Montana. Et c'est là où je me suis dit, oh, en fait, c'est pas mal le rap. Tu vois, le délire, oh, c'est cool, tu vois. Et il écoutait à fond ça. Donc, en fait, il me fait découvrir un peu. Et mon frère, c'était un passionné de musique. Donc, il me fait découvrir, mais vraiment, dans le sens où c'est pas juste aimer la musique et basta. Il va me dire, regarde, écoute ce qu'il dit là. Tu vois le délire ou pas? Et du coup, il savait pas que moi, je m'intéressais à la musique. Et tu écoutais Alibi et quoi d'autre? Alibi Montana et quoi? Moi, j'écoutais beaucoup de rap parisien. C'est par la suite que j'ai écouté du rap marseillais. Tu vois, comme IAM, FF et tout. Il fallait que je prenne en maturité pour écouter du rap marseillais. Parce que je trouve que c'était, en termes d'écriture, ils étaient plus profonds. OK? Je croyais que tu as rigolé. De toute façon, tu me blagues. C'est juste mouché. Ouais. Tu m'as perturbé, moi. Ouais. Donc, ouais, du coup ouais, j'écoutais beaucoup de rap parisien. Donc, tu sais, je peux t'en nommer. Hein, ouais, c'était même à l'époque de Lunatic. J'avais l'album Lunatic. Non, j'étais pas NTM. Sniper? Sniper, beaucoup. Alibi Montana, Kamel Ancien, Rof. Sniper, c'était vachement bien quand même, les textes et tout. Sniper, ils étaient chauds. Ils étaient chauds, hein, quand même. Très, Franchement, très c'était chaud. exceptionnel. Hein. Même, en fait, je pense que le fait d'avoir un groupe comme ça, avec un chanteur reggae au milieu, c'était stylé. Blacko, il s'appelait son pseudo. Ouais, il y avait Blacko. Tunisiano, Blacko et Aketo. Exactement. Super fort. Super fort. Mais les trois, ils étaient forts. T'écris tes premiers textes à 15 ans, c'est comme ça que ça commence. Ton premier texte, tu l'as déjà relu, j'imagine? Non, je ne l'ai pas relu, mais je me rappelle. Je me rappelle un peu, tu vois. En fait, pas du premier texte, mais je me rappelle du premier studio. Le thème, c'était « J'ai vu ». Je pense que les gens qui me regardent, s'il y a des rappeurs, tout le monde a fait un thème sur « J'ai vu ». De ma génération, je sais pas, c'était emblématique de faire un thème sur « J'ai vu ». Et moi, je rentrais, j'ai vu ce mec rentrer dans une banque, tu vois. Voilà, j'ai crié un truc. Pourquoi tu rigoles? C'est des trucs clichés, j'imagine. Ouais, mais pourquoi ne rigole pas de ma punchline, frère? Je pense que c'est toi. Punchline, mon frère. Je me suis donné à fond, mon gars. Mais tu sais, je me Non, dis, toi, mais je vois. si t'écoutes tes premiers textes, tu vas te dire, putain, en fait, c'était bleu, tu vois, c'était trop jeune. Moi, j'écoute mes premières émissions de radio, c'était nul, tu vois, c'est normal. J'en suis sûr que t'as déjà rappé, toi. Hein? T'as déjà écrit. Mais moi, je suis une carrière de rappeur, gros. Mais fais-le. Mais bien sûr. Mais ça m'étonne pas. Tu veux que je te dise mon pseudo? Non, je rigole, non, pas du tout. C'est Zia. On l'a trouvé, les gars. Ça, c'est des trucs. Et en fait, Koffs, ça vient, alors j'avais noté ici, c'est les initiales de tes potes de l'époque, c'est ça? Sont toujours Khaled, amis. Omar, Foued et Sofiane. Ouais. Oh, tu as dit Khaled, hein, quand même? Pourquoi tu dises comment? Non, il y en a qui disent Khaled. Ah Là, oui, tu m'as c'est fait un peu le DZ. un peu. C'est vrai, mais je suis allé au Maroc en vacances et Ah, maintenant j'ai le. tu t'es chauffé, j'ai compris. Il n'y a rien de pire que les mecs qui disent. De ouf. J'ai un ami marocain, je sais comment dire. Tes potes t'appellent le guide suprême. Le guide suprême, pourquoi? Bah, Normalement, même c'est la Corée du même Nord. le manager, on m'appelle comme ça. C'est vrai? Le guide suprême, parce qu'en fait, je suis un mec, moi, je suis... tu sais, disons que j'essaye. Moi, je vois mon label, entre guillemets, tous les gens avec qui je marche, je vois mon label comme un bateau. Et je dis pas que je suis le capitaine. Tout le monde est capitaine dans le bateau, sur le bateau, mais il faut un leader. Et moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été leader. Quand je marchais, même à 15 ans, avec tous mes potos, j'ai toujours été leader. Les gars, on va faire ça, les gars, on va faire ci. Et là, en soi, dans mon groupe, disons que je prends la place du leader, mais en demandant conseil toujours à tout le monde, ok? Mais il y a des fois où, tu sais, je te dis une bêtise, mais quand je sors en soirée, quand je suis en showcase avec mes gars, je vais chanter, mes potos vont me dire, Foued, on peut rester un peu, on boit un verre et après on part. Non, non, les gars, on rentre à la maison. Ah, c'est vrai? Ouais, directement. Studio, T'es plus strict? je suis très strict. Ça veut dire qu'en vrai, moi, je prends des séances studio à 9h du matin. Ah, c'est vrai? Waouh! Ah ouais. Et les gars, il faut qu'on soit au studio à 9h du matin, tu vois. Parce que j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de tout le monde. Pour me donner leur avis, pour, tu vois. On ne se fait pas tout seul. Je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent on peut se faire seul, etc. Donc, et donc, du coup, entre eux, ils s'appellent. Mes potos, ils s'appellent. Ouais, il t'a appelé le guide? Ouais, voilà, il m'a dit à 9h demain. Sur ma vie.
Ah, des fois, je les ai obligés à venir au sport. Non, au sport? Moi, je fais du sport. Tous les matins, pratiquement, je vais m'entraîner, etc. Et là, pour le coup, aucun de mon équipe est sportif. Ils s'en battent les couilles, tu vois. Tu fais quoi comme sport? Je fais de la boxe. Ok. Je suis pas un grand boxeur, je suis pas... Mais j'essaye, tu vois. Vas-y. Et du coup, je les fais venir, tu vois. Et ils crachent, tu les vois vomir, tu les vois, tu vois. Et ils me disent, voilà, le guide, je viens plus. Ils me disent, je viens plus, tu vois. Du coup, là, je vais tout seul, là. Maintenant, tu t'entraînes sur un sac de frappe tout Mais seul. de ouf. Non, j'ai mon coach, il y a des gens qui viennent s'entraîner. Pour finir sur le quartier de départ, quand t'es jeune, tu dis dans notre quartier, le shit nous a tués. C'est-à-dire quoi? Je pense que, en fait, cette phrase-là, elle a deux sens. Physiquement et même les à côté du shit. Pas mal de drames qui se passent aujourd'hui à Marseille, c'est dû à des trafics de stupes, principalement le shit. À l'argent, en fait, en vrai, qu'il y a derrière, c'est ça? Ouais, mais en termes de drogue, c'est le shit, beaucoup à Marseille. Donc en soi, ce qui nous a tués à Marseille, c'est beaucoup le shit. Et comme tu as vu le film, la série Pax Massilia, à un moment, je suis dans le salon où j'attrape Gonzo et je lui tends le morceau de shit. Je lui dis, tu vois, c'est pour ça que vous vous faites niquer facilement, vous fumez trop. Parce que les dealers, et tu lui jettes une télé dessus d'ailleurs, Je lui jette une télé. pour te dire que j'ai Et vraiment... avant ça, je lui jette un morceau de shit. Et tu lui jettes un morceau de pâte à modeler, qui est en fait du faux shit, parce qu'on a Non, eu c'était des du vrai accessoires. shit. J'en ai rien à foutre. Ça fait beaucoup moins que dire quand tu dis j'ai jeté de la pâte à modeler. Ouais, Parce qu'en fait, le décorateur nous a montré les accessoires qu'on a tournés avec Olivier Marchal, on l'embrasse. Il nous a montré que c'était des morceaux de pâte à modeler marron qu'ils utilisent pour les films, évidemment. Et de la farine à base de la coke. C'est pour dire, en fait, ils fument, et ils vendent et ils fument aussi, c'est ça? En fait, c'est que le premier truc que je t'ai dit en soi, c'est qu'il y a eu beaucoup de drames à Marseille par rapport à ça. Ok. Et à côté. Il y en a toujours. Ouais, de ouf. Et en termes, si on parle d'aspect physique, entre guillemets, ça a niqué beaucoup de jeunes en soi, tu vois. Moi, je les vois, j'en suis pas fier, limite j'en suis peiné, mais tu sais, quand je passe au quartier, que je sais qu'il y en a qui fument énormément et que ça les empêche en soi juste de quitter le quartier. Si on a un proverbe où on dit « quitte le quartier, tu vas avancer ». Quitte la ville, tu vas encore plus avancer. Quitte la France, tu vas encore faire plus de connaissances et plus te développer dans tes projets. Tu vois, en fait, le but, c'est de s'ouvrir au monde. Mais le shit, quand tu fumes un pétard dès le matin, t'as pas envie de sortir. Et même si tu as envie de sortir dans ton quartier, tu vas rester au quartier. Parce que l'autre va te proposer un joint, toi, tu vas enrouler un. Oh, tu l'as touché où celui-là? Ah, lui, il est là-bas. Ok. Tu vois, délire ou pas? Ça veut dire que ça a tué pas mal de ma génération, en tout cas. Ça tire pas vers le haut, quoi. Ça tire pas vers le haut. Toi, t'as fumé? T'as eu une époque où Non, je n'ai pas fumé. En tout cas, j'ai des frères qui m'ont toujours dit respectueusement, si tu fumes, on te nique ta race. Du coup, voilà, tu vois. T'as jamais, c'est vrai, t'as réussi à jamais tomber là-dedans, en tout cas, trop fort, etc. Jamais. Et tu dis que tu passes au quartier de temps en temps, tu leur parles à toute la nouvelle génération, tu leur dis ça? Je parle à la nouvelle Ou génération. tu veux pas faire le vieux réac? En fait, comme tu as dit, en fait, tu passes pour l'ancien qui a pris un coup. C'est ça. C'est énervant, ça. C'est énervant parce que nous, on sait comment on les a vus, les anciens qui venaient, les frères, nanana. Mais tu le fais quand même pour ta bonne conscience, tu vois. Tu essaies de les conseiller, tu vois. Aujourd'hui, je vois que dans les cités, il y a beaucoup de personnes qui aiment le cinéma. Donc, je vais essayer, moi, en tout cas, pour ma part, essayer de faire ma part du boulot, de les tirer vers le cinéma. Comme je dis sur une interview, d'essayer de créer une école de cinéma, de leur montrer les chances qu'ils peuvent avoir. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Après, quand je tombe sur des personnes de ma génération à moi, c'est là où c'est un peu plus compliqué. C'est là où c'est un peu plus compliqué parce que tu as peur d'être trop le mec qui fait je me suis en sorti, vous non. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donneur de leçons. Aussi, et tu as aussi peur de cette réaction qui peuvent se dire, tu sais, il fait le mec comme nous, mais en fait, il est plus comme nous, lui. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que tu te retrouves le cœur entre deux chaises, et là, c'est compliqué. Ils vont dire, t'es qui, toi, maintenant? T'as de l'argent de Ouais, ça, tu me donnes des conseils. Tu vois, délire ou pas? Donc, quand tu arrives, tu essayes de rester le plus simple possible, leur montrer que t'as pas changé, tu es toujours le même, ok? Même si, au fond, tu as changé, tu n'es plus le même. T'as évolué. T'as évolué. Non, tu as changé. C'est pas rédhibitoire pour moi de dire ouais, j'ai changé. Le Fouad, il y a 5 ans, qui traînait Herbel tous les jours,
C'est pas le même Fouad qui aujourd'hui fait de la musique et en tournage H24. Je vais pas mentir à moi-même, mon frérot. Ouais, tu vas pas faire Je vais semblant. pas faire le mytho, mon frère. Ouais, ça C'est sert à rien. mec, ça fait 5 ans à l'heure actuelle, je fais de la musique. La musique, elle parle de mon vécu, elle parle de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que je peux faire si demain il m'arrive certaines galères. Parce que je me connais. Mais de là, je suis pas là à me dire, ouais, je serai toujours un mec de la street. Ça serait faux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça serait faux, mon frère. Tu touches de l'argent, tu voyages tous les jours, tu crées une famille, ton petit cocon, Qui est la ton base, en travail. plus, ouais. Tu peux plus être pareil. C'est pas vrai. Autrement, t'es vraiment débile, quoi, en vrai. Oui, en fait, si t'évolues pas, c'est que t'as raté quelque Tout chose. ce qu'on quoi. essaie de T'as raté un ramener, virage. t'as tout compris. Tout ce qu'on essaie de ramener la street au travail, n'ont jamais réussi. Tu vois, le délire ou pas? Basta. Pour reprendre ta vie, tu parlais de ton papa tout à l'heure, c'est à 17 ans que tu perds ton papa, c'était très jeune. Qui s'occupe de ta maman? C'est elle qui gère tous les enfants? Vous l'aidez à ce moment-là? Comment ça se passe? En fait, à la maison, chacun met un peu sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que ce soit d'abord ma sœur, mes frères, tout le monde met sa pierre à l'édifice. Mais nous, depuis le départ, entre guillemets, et bien avant pour ma part, entre guillemets, le départ de mon père, c'est mon frère Hergé qui s'est occupé spécialement de toute la maison. C'est pour ça que dans l'album, j'ai fait une musique qui s'appelle Hergé. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la maison, c'est lui qui s'est occupé depuis jeune de ma mère, qui s'est occupé de moi, ok. Donc les deux grands, ils étaient déjà grands, tu vois. Mais en tout cas, il s'est bien occupé de moi. Et il s'est même occupé des grands dans le sens où quand un était en prison, c'était toujours lui qui était derrière, c'est toujours, tu vois. Il t'a C'est un connu peu- rappeur, ton papa? En fait, mon père, il m'a connu rappeur, mais à mes débuts. Oui, c'est ça. J'écrivais, j'ai 17 piges, je commence à écrire, je fais pas de concerts. Aujourd'hui, je te cache pas que c'est un truc que je regrette un peu dans le sens où tu te dis, putain, en fait, j'aurais aimé qu'il soit là, maintenant. Et mon Qu'il père, voit ça, là. Il kiffait le cinéma. Mais mon père, il m'a jamais vu dans un film. Ça veut dire que c'est le seul truc qui me casse les couilles. Ouais, je comprends. C'est le seul truc qui me met... Cristiano Ronaldo, c'est un truc Je il pense. en parle souvent dans ses interviews. Il a perdu aussi son papa. Il Tu dit, veux il n'a rigoler jamais vu footballeur. Cette image-là, je l'ai vue tout à l'heure. De Cristiano? Et je voulais la screener et je l'ai pas screenée. Ah, c'est vrai. Et c'est un peu son plus grand regret dans En sa fait, vie. il a dit, dit c'est qu'il voit pas ça. Dans la phrase, il a dit « Mon père n'est pas la cause de pourquoi je suis pauvre, pourquoi je suis né pauvre, mais il sera la cause de pourquoi je mourrai riche. Ah, pas mal C'est ça, des pas mal ça, pas mal » ça. Ça a été pas mal. Pas tu mal. vois. Et en soi, ouais, en vrai, moi, c'est ce regret. Pour moi, c'est le plus grand regret. Chaque truc que je fais, je me dis purée. Pourquoi il n'y a pas papa? Pourquoi il peut pas? Je peux lui montrer, papa, viens. Regarde, viens, je vais en tournage. Comme je t'ai dit, ma mère, elle s'en fout. Mais mon père, il kiffait, c'était Oui, un en bon fait, c'est que vivant. ta maman, elle s'en fout, quoi. Donc, Mais mon père, c'était un bon vivant. C'est lui que j'aurais aimé le ramener dans les amendes premières. Pax Massilia, Festival de Cannes. Ça, c'est mon fils. J'aurais aimé ça. Ça, c'est le truc ça me fait chier, vraiment. Et mon père, il est mort maintenant, ça va faire 13-14 ans. C'est comme si c'était hier. oui, c'est ça, ça se guérit jamais. Ça en ne vrai. guérit jamais. C'est moi, je pensais qu'avec le temps... en fait, pas je pensais, j'avais l'appréhension, justement, de me dire, putain, est-ce qu'avec le temps, tu vas oublier sa voix? Est-ce qu'avec le temps, tu vas oublier comment il était, tu vois? Mais non, en fait, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, je l'ai toujours dans ma tête, j'ai toujours ses conseils dans ma tête. J'ai toujours, des fois, les bons moments, j'ai aussi des fois les mauvais moments. J'ai un moment qui m'a vraiment bouleversé de mon père. Hormis quand, ouais, c'était le jour où on a appris la mort de mon père. J'ai vu ma mère parler avec mon père comme s'il était vivant. Et elle lui disait, Nod Kamel, lève-toi. Il y a ton dernier, il est là, lève-toi. Tu vois. Ça, c'est le truc qui me reste dans la tête. C'est le truc qui... Ouais. C'est les trucs les plus durs de la vie, ça. Ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle dans ma tête. C'est le truc qui tourne en boucle. Tu vois, c'est choquant de voir ta mère, toi, tu sais qu'il est mort. Et que ta mère, elle lui parle comme si... Et ma mère, elle a eu du mal à se remettre. Ah oui, Pendant longtemps, ma mère, oui, nous, on habitait, de notre balcon à nous, on voit une grande montagne. Et ma mère, elle me disait, tu vois, même pour moi, ton père, il est là. Il nous voit, il nous regarde. Tu vois. Et comme je t'ai dit, aujourd'hui, si j'avais pu lui montrer ce que je suis devenu, tu vois, le rendre fier,
ben, je serais le plus heureux, tu vois. En tout cas, bon, j'essaye de le montrer à ma mère. Tu lui parles parfois? Non, non. Je prie beaucoup pour lui. Je prie énormément pour lui. Mais peut-être quand il m'arrive un drame, ouais, ça m'arrive de... Tu vois, parce qu'en fait, les conseils du père, c'est les conseils qui manquent, en fait. C'est à chaque truc, tu te dis, putain, faut que j'en parle à mon père. C'est instinct, c'est comme ça. C'est instinctif. Tu as envie de demander conseil à ton papa. Tu vois, tu te dis, putain, faut que je parle avec mon père. Tu vois. Et après, putain, mais il n'est pas là. Tu vois. Et c'est ça. C'est ma... L'histoire de mon père, là. Moi... Ouais, c'est le plus dur. Hein. Ah, moi, c'est la mort de mon père, c'est... Tu vois. C'est pour ça que là, dans... Ça t'a rendu plus dur après? Ouais. Ouais, ça m'a rendu, à cette période-là, j'étais devenu un peu... À la fois plus fragile, peut-être? En fait, à cette période-là... Mais plus dur dans le sens... Je suis devenu un peu plus méchant. Oui, c'est ça, en fait. Je suis devenu un peu plus méchant quand j'ai compris qu'en fait, même les gens que t'aimes le plus et qui t'aiment le plus pouvaient partir du moins. Donc aujourd'hui, quand j'ai une déception, il y a certaines personnes qui peuvent penser que ça peut me toucher. Mais mon pote, j'ai perdu mon père. Ouais. Que je m'en bats les couilles. Que j'en ai rien à foutre. Il y en a des fois, ils se détachent de toi, ils se disent, ouais, il va sentir le manque. J'ai senti le manque à 17 ans, gros con. Ouais. Est-ce que je vais le sentir aujourd'hui à 33 ans? Tu vois le délire ou pas? En 2008, à 18 ans, tu crées le collectif Click 1143, en rapport avec le 1143, j'imagine. Ouais, 11e arrondissement et bâtiment 43, parce que c'est créé dans le bâtiment parce que 1143, c'est aussi... Ouais, mais après, ça, c'est pour... C'était pour avoir... Faut pas me faire cramer. Je connais pas tout ce qui est armes et tout, tu sais. Je vois pas de quoi tu parles, non. 11e arrondissement. Je vois pas ce que vous voulez dire, madame la juge. Voilà. Ça, c'est Maës qui a pas arrêté de répéter ça. Je sais pas si t'as vu son émission. Elle dit, moi, j'ai tout oublié, madame la juge. T'avais fait ça avec les rappeurs Naps et Saïd, parce que Naps vient du même quartier que toi. C'est ça. C'est ça, était d'Herbel. On l'a reçu d'ailleurs, on l'embrasse fort. Il est très, très drôle aussi, ce mec. Vous êtes toujours copains, oui? Toujours. Quand on regarde les promotions des artistes, c'est souvent très différent, etc. Machin. Toi, t'as évolué dans ton style aussi, t'as fait gaffe un peu. On voit SCH, c'est que t'es très pote avec SCH, il a vachement évolué aussi dans son style. J'avais la remarqué, mais c'est un gars qui a travaillé son look, etc. Attends, c'est où? Voilà, avant, il ressemblait à ça, et maintenant, il est hyper stylé, il a la petite barbe et tout, la petite coupe, machin, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, gars. T'as vu la photo d'avant? Avant, tous les Marseillais ressemblaient à ça, en fait. Les pics, la petite truc en... Tu vois le délire ou pas? Tous les Marseillais ressemblaient à ça à l'époque. On n'était pas loin de l'époque tectonique, là. La coupe de cheveux. Écoute, mon pote, il est super fort en rap, moi, je vais pas le clasher. Je peux te le dire. C'est pas clasher. Oh, attends, moi, j'adore. En plus, j'adore. J'ai écouté un inédit de lui, là. Je peux te le dire, les gars, vous êtes pas prêts. C'est vrai? Ah, mon pote, c'est incroyable. Et t'as travaillé aussi, ça se travaille dans une carrière de rap, le look, le style, tu te demandes, tu vas chercher des nouvelles lunettes, tu fais hyper gaffe à ça. Comment ça se prépare? Je pense qu'il y en a qui se cassent plus la tête que d'autres. Ok. Moi, je suis pas le genre de mec qui va me prendre la tête, honnêtement, tu vois. Un petit jean, une belle paire de Mizuno. Mizuno. Ils te l'ont filé, la paire, ou quoi? Je suis l'égérie de la marque. Pour de vrai? Ben ouais, mon gars. Allez. Je fais mon taf. Dans tous les films où je tourne, je mets du Mizuno. Non, c'est vrai? Ouais, t'es ouf. Je vois le réel, ça te dérange pas? Non, t'inquiète. Okay. Si tu veux faire un gros plan, Seb, sur les sur ma vie. Les S'il te plaît, fais-moi un. Il aura une paire gratuite encore plus et tout. Mais de ouf. En fait, il y en a qui le travaillent et qui le font très bien. Quand on parlait d'SCH, ben, c'est l'exemple, entre guillemets, dans ce milieu. Il a toujours fait attention, entre guillemets, à son vestimentaire, à tout, tu vois, à son look en soi. Mais moi, je suis pas un genre de mec qui me prend la tête dans ça, à défaut. Vis-à-vis de mon manager, oui, à défaut. Tu vois, parce que ça tient qu'à moi. Il te dit à chaque fois, tiens. Je viens en survêt, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, le délire, je vois pas dans ma tête... peut-être que je suis, comme je t'ai dit, à défaut, peut-être à tort ou à raison, mais... Bah, Jules, il fait pas non plus trop d'efforts, il ouais, tient comme il est, ça en est devenu son fonds de commerce. Ouais, exactement. Mais on parle de J. Ouais. Il peut venir habiller comme il veut. On parle de Jules. Ouais. On parle de Jules. On parle de Luge. De Julien. On parle de Julien, mon gars. Tu sais, mais
En vrai, Jules, il est comme il est. Non, l'autre qui fait vraiment pas attention à son look et qui m'en a parlé hors antenne et tout ça, c'est Ed Sheeran. Ed Sheeran, c'est une des plus grosses stars du monde aujourd'hui. C'est le mec le plus gentil de la planète. En plus, il vient avec sa guitare, il remplit le Stade de France, il est tout seul et tout. Et il met des t-shirts à manches longues sous des t-shirts à manches courtes. C'est la plus grosse faute de goût qui existe, tu vois. Et en fait, pareil, son label, ils lui ont dit « Ah non, mais faut que tu te coupes les cheveux, on va te changer. » Il a fait « Non, mais je vous explique, en fait, je chante comme ça dans le métro, je vais chanter comme ça sur scène. » Et en fait, aujourd'hui, c'est sa marque de fabrique, il vient toujours soit en chemise, soit en t-shirt à manches longues, tu vois. C'est fou. Mais en fait, il y a des personnes qui sont intéressées par ce truc-là, il y en a d'autres non, tu vois. Moi, je vais être intéressé par d'autres choses, tu vois. Exactement. Chacun a sa personnalité, et en fait. En vrai de vrai, c'est que moi, pour ma part, étant jeune, j'ai jamais eu, entre guillemets, les moyens de m'acheter certains habits. Donc, j'ai fini par m'habituer. C'est comme les soirées en boîte de nuit. Je peux être qui je veux ou ce que tu veux, mais on me dit, faut on sort en boîte de nuit, je vais quand même dire non. Pas parce que j'ai pas envie de sortir, mais parce que j'ai toujours cette crainte-là que le videur me fait. Pas possible. Ah, c'est mon angoisse. Tu vois. Je suis viré une fois. Mais moi, toi, une fois, tu vois. Mais moi, j'y vais jamais, gros. J'ai mais compris. Moi, quand j'étais jeune, on essayait de partir, mon gars. On m'acceptait pas en boîte de nuit. Donc aujourd'hui, j'ai créé entre guillemets, une pseudo-phobie de. J'ai pas envie d'y aller. Je trouve ça très angoissant d'arriver qu'il y ait un mec qui te dise oui ou non. Par contre, qu'est-ce que je me venge en showcase? C'est vrai. Je dis même plus bonjour au videur. Faites ma sécu. Je rigole. Non, mais grave, il a un complexe de ouf. Pendant 10 ans, tu continueras en indé. Tu signes pas en maison de disques. Est-ce que tu as un souvenir de galère? Parce que au début, ça doit être difficile d'en vivre financièrement. Tant que tu vends pas, donc tu fais pas de showcase, c'est tout ce qui rapporte, les droits d'auteur, tout ça. Est-ce que tu as un souvenir de galère vraiment où tu t'es dit là c'est vraiment, c'est chaud, quoi? Pendant beaucoup de moments de ma vie, dans une grosse période de ma vie, je me suis dit c'est chaud quand même, tu vois. Mais une des fois où je me suis dit c'était un peu compliqué, c'était une fois, je suis invité au Planet Rap de Fianso et je monte sur Paris, ok. Je fais le Planet Rap et en fait, le collègue à Fianso, qui était Bakil, que j'embrasse, me dit « Fouad, je te ramène à ton hôtel ?» Je dis « Ouais ». Mais il ne savait pas que j'avais pas d'hôtel, en fait. Je suis allé, j'avais pas un euro. Je suis allé en fraudant. Mais non. Sur la vie de ma mère. Et j'avais pas un euro où dormir. Ça veut dire, je lui dis « Vas-y, dépose-moi à tel hôtel ». Mais lui, ce Bakil-là, il a toujours pris, entre guillemets, soin de moi quand je montais à Paris. Il a toujours fait attention, il m'a ramené dans des bons restaurants. Putain, l'hôtel, attends, c'est bon, je t'ai pris un hôtel, tout ça, tu vois. Mais là, je lui dis, t'inquiète, j'ai tout. Et j'arrive en bas de l'hôtel, il me dit, ça, salam, ciao, ciao. Il prend la voiture, il part. Sauf que moi, je me retrouve en bas de l'hôtel. Il est peut-être 23h. Je me dis, bah, où tu vas dormir? Il faisait froid de ouf. Je me suis dit, où tu vas dormir, Fouad? Et j'envoie un message à l'adjoint qui est un beatmaker marseillais. Et lui, il était au Planet Rap. Je lui dis, frérot, tu es à quel hôtel? Pas moyen que... Tu as compris ou pas, mon frère? Tu manquais dans la chambre? Il me dit, ouais, j'ai une chambre. Et il me sort l'hôtel où j'étais. Mais non. Sur la vie de ma mère. Et il me dit, par contre, dans la chambre, on est déjà 3. Il me dit, il y a 2 lits et il y en a un qui dort par terre. Et le troisième qui dort par terre, c'était Nabassa de Toulon, que je salue. Putain. Et là, tu te dis vraiment, je fais des efforts de ouf. Non, je fais des efforts de rien du tout. Je dis, vas-y, c'est pas grave. Du moment que je suis dans une chambre. Bah ouais, au moins t'es au chaud. Et j'arrive, et tu connais, moi, un peu vicieux. Je regarde la chambre, bon, je vois que les 2 lits sont pris. Je vois Nabassa, il dort. Bon, je fais ça, je dis, bon, là-bas, il y a le chauffage. Et je prends ma veste, j'avais une longue veste à l'époque. Je la mets, je mets à côté du chauffage, tu vois. Et de là, je dors, tu vois. Et pendant que je dors, le lendemain, je me réveille. Je prends mon snap, je dis, je suis obligé d'immortaliser. Et de là, je snap, je dis, plus fort, je suis obligé de vous montrer ce que je suis en train de faire. Ouais, ce que tu vis, quoi. Je dors par terre, tu vois. Et c'était juste un peu avant que je signe en maison de disque. Les gens, quand ils te reconnaissent dans la rue, pensent que tu as beaucoup d'argent. En général, quand ils te voient dans un clip, quand ils te voient dans un milieu artistique et que ça, ils pensent que tu as beaucoup d'argent. Alors qu'au début, tu n'en avais pas du tout. Ouais, non, en vrai, je me suis jamais retrouvé confronté à ce que quelqu'un me dise, ah, t'as de l'oseille. Mais tu le sens dans le regard des gens. Qui pensent que tu as de l'oseille. Et toi, tu as envie de leur faire comprendre que tu as de l'oseille. Mais tu n'as pas d'oseille. Et là, tu te dis, je suis dans un bourbier parce que je suis obligé de mettre les habits d'hier. Et là, il y a un gros souci, là, mon gars. Tu vois? Non, en vrai, tu sais,
les gens, quand ils te voient, comme tu as dit dans un clip, en même temps, ça dépend de ce que toi, tu vas montrer dans le clip. Tu sais, je trouve qu'il y a des rappeurs, des fois, ils se mettent dans l'embarras à mettre des voitures, je sais pas combien dans leur clip, à prendre un styliste avec des habits à je sais pas combien, et quand tu les croises dans la rue, Ouais, c'est une mise en scène un peu rêvée, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai peur de ça. Parce que le manager, là, qui est à ma gauche, lui, ça tient qu'à lui. Je suis en full Gucci. Sauf que demain, quand les gens dehors, ils vont me voir en full Kiabi, ça va leur faire tout drôle. Mais c'est vrai, en vrai de vrai. J'ai pas envie de créer un contraste de fou. Tu peux me croiser comme ça dans la rue, en jean, en truc. Mais encore, et encore, c'est rare. Tu sais, moi, je suis à l'aise et en Mizuno. Je suis à l'aise. Non, mais la vérité, je suis à l'aise en paire de basket. J'ai une belle. Je te jure que je le pense réellement. C'est des pantoufles. Je suis à l'aise quand je suis en survêt, quand je suis en truc. Ma vraie vie, c'est ça. J'arrive pas à me dire, tu vois, après demain, il y a un événement. Oui, tu sais te saper. Tu appelles au Festival de Cannes. Mais exactement, de toute façon, t'as pas le droit. Exactement. J'avais demandé, je te dis la vérité. Ils m'ont dit non, le papillon, c'est obligatoire. Ouais, exactement. Sinon, tu rentres pas sur le tapis rouge. De ouf. Je l'ai fait 2 fois. Et je le sais, plus que toi, je crois. Non, et en soi, ouais. Et en soi, non. En soi, voilà. Donc, je préfère rester comme je suis, tu vois. Et puis, ça m'arrange. C'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est une fierté pour toi, tes origines algériennes? T'as dit quoi? T'as dit ces 2 mots pareils, là. Tu sais qu'avec ta coupe de cheveux, tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais pas penser à Sadek. Il y a des moments où tu me fais penser à Drake quand tu souris. Avec les lunettes. À grec, il veut dire. Un grec. Je vois où tu vas en venir. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas, non? Il y a un tout petit air de Drake, gars. On t'a pas dit encore, non? Ouais, on l'a déjà dit, Je suis le plus fier d'être algérien. Je suis l'homme le plus... C'est une fierté d'être algérien, mais je pense que tout le monde est fier de ses origines. Bien sûr, évidemment. En vrai de vrai. Évidemment. Nous, on l'expose énormément, mais parce que il n'y a pas si longtemps, on sort des années noires, on a une fierté, tu vois le délire ou pas, par rapport à l'indépendance, il y a beaucoup de choses qui font que, tu vois le délire ou pas. Mais moi, étant français-algérien, quand je dis français-algérien, je suis né en France, mes origines sont algériennes, bien sûr, je suis super fier que mes origines sont algériennes. Et les Algériens, souvent, montent le drapeau. Fiers, exhibent le drapeau, etc. Et on s'est amusé à chercher des situations improbables où il y a eu le drapeau algérien. Mais déjà... T'es pas prêt, je te le dis tout de suite. Ouais, mais déjà, mais déjà, pour ce côté fierté-là, t'as vu le fait que... Tu sais, moi, je l'avais pas réellement compris. Putain, pourquoi on est si fiers? Pourquoi on est si fiers que ça? Je comprenais pas. Et un jour, j'ai posé cette question justement là en Algérie à un ami. Il m'a dit, tu veux savoir pourquoi on est si fiers? Je dis ouais. Il m'a dit, parce qu'on est si fiers. Non, il m'a dit, regarde tel reportage. Il m'a dit, non voilà, c'est vrai, il m'a dit, regarde tel reportage. Parce que je l'ai montré à toute mon équipe, hein, Grand Guide Suprême. Je les ai tous ramenés chez moi. C'est quoi le reportage? C'est un reportage qui s'appelle La Mecque des révolutionnaires, qui est sur YouTube. Si toi-même tu veux comprendre pourquoi l'Algérien est fier, tu vas sur YouTube, tu tapes La Mecque des révolutionnaires. Sur la miniature, je crois que c'est Nelson Mandela. Et là, tu vas comprendre. Okay. Tu vas dire, ah, j'ai compris pourquoi ils sont tellement fiers. Tous mes potos, hein, des Babtou, des Renois, tous ils ont regardé mon Fouad. On a compris. On a compris, tu vois. L'Algérie, il faut savoir un truc, c'est qu'ils ont une histoire tellement forte, dès le départ. Dès le jour où ils ont pris leur indépendance, ils ont créé, ils ont défendu des peuples, ils ont soutenu des peuples. Fut un temps, je te dis un truc comme ça, mais fut un temps, si je te dis que le siège des Black Panthers était à Alger, tu me crois? Bah, je ne savais pas. Je te l'apprends. Et dans le reportage, ils t'apprennent plein de choses comme ça. Et c'est des vidéos, c'est avec des preuves, etc. Tu vois le délire ou pas? C'est pour ça qu'il est super important. C'est énorme. Tu sais que l'iPhone a été inventé à Alger? C'est bon, j'ai représenté les gars ou pas? Ah, l'iPhone, il a été dessiné à Alger. C'est vrai? Non, mais je te donnais une raison de plus. Okay. Ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je fais les fake news. Ah, non, mais j'en ai une autre. Attends, mais j'en ai une autre alors. Tu m'en sors une, moi je vais t'en sortir une plus belle.
Alors accroche-toi, mon gars. Vas-y. La boisson Orangina vient de Oran. T'es une merde. Tête de ma mère, Inch'Allah que c'est vrai. Je vais te descendre, espèce de jaloux. Orangina. Tête de ma mère, toi, tu es C'est jaloux des français, Algériens. Orangina. J'ai cramé. Ouais, mais je crois qu'elle vient de Oran et Tina. Peut-être j'ai dit une grosse bêtise. Peut-être que je finis dans... C'est ça ou pas? Merci. La Non, c'est boisson vrai. Orangina. Fais voir, passe-moi le téléphone, s'il te plaît, Dèche. Non, c'est vrai. Eh, espèce c'est de drôle, jaloux, ça. Non, mais espèce c'est de des oranges raciste. algériennes. Ouais, tu n'as pas intérêt de couper, je coupe pas. Il y a- Qui se souvient C'est quoi qu'Orangina trouve ses racines en Algérie. Attends. Qui se souvient qu'Orangina trouve ses racines en Algérie? La boisson née en 1936 sera longtemps produite à Boufarik, petite cité agricole de la plaine. Nanana. Je lis vite parce que j'arrive pas à lire. Je fais nanana parce que je sais pas, j'arrive pas à lire. C'est le jus d'oran. Non, mais c'est nanana. Et en fait, oui, non, mais c'est réel. Et apparemment, apparemment, il disait Oran, China. Parce que nous, les oranges, on appelle China. Ah, pas mal. Ok. Bon, bah écoute, si c'est vrai, en tout cas, bah, bien joué. Moi, un peu. T'as rigolé à ma truc. Est-ce que, je vais essayer d'en réfléchir à une autre avant là. Vas-y. Voilà, enfin, est-ce que pendant un match PSG-Barça, Ouais. il y a déjà eu un drapeau algérien? Mon frérot, il y a eu des matchs Bosnie, Azerbaïdjan. Mon frère, il y a eu des drapeaux algériens. Tu crois que ça va Il y me a choquer? effectivement eu un drapeau algérien Mais- dans ce match-là, Barça-PSG. Mais frérot, je t'explique. Comme ça, moi, tu sais un truc. T'as vu quand tu montres une image à un Algérien où il y a plein de drapeaux, il faut regarder s'il y a le drapeau algérien. Si tu montres un match... Tu as vu, nous, les Algériens, quand on regarde un match de foot, tu as vu quand ils filment les supporters, on veut juste voir s'il y a un S'il y a drapeau un drapeau- algérien. les Marocains- Ça va, on est là. Les Marocains sont très comme ça aussi. Mais, Ils aiment bien, mais il y a parce l'amour qu'on est drapeau. fiers. On est fiers. Est-ce qu'il y a un drapeau algérien au fin fond de l'océan Pacifique? Bien sûr. Des plongeurs, ils sont descendus, l'ont descendu. Tu vas montrer la vidéo. Ouais, oui, mais oui, ça m'étonne pas, oui. Merde. Je dis oui, je signe. Est-ce que sur la Tour Eiffel, il y a déjà eu le drapeau algérien? Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi. Tour Eiffel, drapeau algérien. Sanction. Je pense à la sanction du mec qui va faire ça. Expulsion. Je sais pas si c'est rentable, mais largement facile, ouais. C'est le drapeau italien. Ah ouais? Ah, tu es une merde. Par contre, est-ce que la Tour Eiffel... Maintenant, je te pose une question, on va changer les rôles. Le mec prend un La Tour Eiffel était faite à Oran aussi, non? Non, non, mais tu rigoles. Attends, laisse-moi... Vas-y. La tête, toi, la vie de ma mère. Toi, tu finis pas l'interview. Wallah, toi, tu finis pas l'interview. Attends. Ah, oui. Attends. Tu peux regarder avec quel fer a été construit la Tour Eiffel? On va tout remettre à l'Algérie, les gars. Il est né en Algérie. Tout est algérien. Tout est algérien. Est-ce que sur le mont Machu Picchu, il y a déjà eu un drapeau affiché d'Algérie? Non. Si, c'est vraiment, il y a des DZ partout, tu l'as dit, ils se prennent en photo jusqu'en haut du Machu Picchu. Ah, qu'est-ce que... Est-ce que sur la Lune, il y a eu un drapeau algérien? Ouais, ça c'est facile. Qui a Promets été- que c'est... Ouais, Qui a été... ouais. Tu es bon, Forêt, voilà. Tu peux pas le faire algérien? Tu vas couper ça. Je retire. Je regrette, excusez-moi les Algériens. Les gars, j'ai fait du mieux que je peux, hein, j'ai poussé. Hein. On disait... Non, la Lune. Est-ce que Chris Brown, il est déjà arrivé sur scène avec un drapeau algérien? Facile. Oui ou non? Ouais. Pour de vrai? Ben ouais, il est obligé. Eh ben, figure-toi que oui, alors Il n'a pas malheureusement. négligé la population algérienne. Il est complètement avec un drapeau algérien. En gros, tu vois, c'est Chris Brown et il a le drapeau algérien dans la main. Ouais, parce qu'il est né à Schleff. Mais que des fake news. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il y a déjà eu un drapeau sur le crâne de Griezmann? Est-ce qu'il s'est tatoué, enfin, il s'est fait en couleur le drapeau de l'Algérie? Je pense que non, parce qu'il veut encore jouer, mais je pense que tu as le montage, sans doute. Non, c'est pas lui, mais il y en a qui l'ont fait. Voilà, ça existe, c'est fou. Mais ça hein. m'étonne pas. Est-ce que dans le bureau de Jean-Marie Le Pen, il y a un drapeau d'Algérie? Question piège. Hein. Sans doute, ouais. Parce qu'en vrai de vrai, je pense qu'elle aime beaucoup l'Algérie. Je pense qu'en fait, on l'a mal compris, les gars. Je pense qu'elle s'est mal exprimée. Il est con. Je pense qu'ils aiment beaucoup les Algériens. Eh ben, Jean-Marie Le Pen, figure-toi que dans son bureau, sur son bureau, on a zoomé, c'est zéro vanne. Hein. On s'est rendu compte qu'il y a un drapeau algérien sur une feuille, voilà. Et on a trouvé ça très Je veux drôle. la voir. C'est sur jeanmarielepenne.com, il n'y a pas de souci.
Zéro Non, ban. parce que justement, il était en train de monter un dossier c'est contre ça, l'Algérie. C'est ça qu'on montre. T'es con ou quoi, putain? Ouais, putain, ouais. Et en parallèle de tout ça, en 2015, c'est là que tu commences carrément dans le cinéma. Ça se fait à côté, donc c'est dans Chouf, réalisé par Karim Dridji. Yes, Karim. Il te file un rôle important, là, pour le coup, direct. Alors que tu sais pas jouer au départ, c'est ton premier rôle. On en parlait avec Olivier Marchal pour Pax Massia. Il a pris plein de mecs qui sont pas comédiens dans la série. Il m'a dit, j'ai pris plein de mecs, même des quartiers qui savent pas jouer. Et ben il m'a dit, ils jouent pas. Donc du coup, ils sont bons. Ils jouent plus juste. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils jouent leur rôle, quoi. Donc ils ont pas besoin. Toi, t'as ressenti ça aussi? En fait, Karim Dridji, il faut savoir que pour le film Chouf, il savait ce qu'il faisait. Nous, on savait pas, mais lui, il savait où il voulait en venir. Il savait qu'il allait prendre des gens bruts et il allait les rendre assez bons à l'écran, tu vois. Donc, il nous a fait travailler pratiquement pendant 2 ans dans des théâtres avec lui. Il nous apprenait à jouer avec Ali Bougueraba, qui est le fameux frère des Bougueraba, de Redouane et de Hicham. Tu vois. Il a pas joué avec Desgains? Ali, Non. non, il joue pas dans les dégâts. Alors c'est son autre frère, je crois. C'est non son autre frère. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais je sais pas, après, putain, ça se trouve, je te dis une bêtise. Mais Ali Bougueraba, qui est un talent de ouf. Donc Karim Dridji et Ali Bougueraba nous apprennent à jouer, ils nous perfectionnent devant la caméra, etc. Ouais, ils t'aident et tout ça. Voilà, ils nous aident de ouf. Mais à l'aise. Et au final, je trouve ça donne ça et ça, on arrive à s'en sortir, tu vois. Et tu vas décrocher, c'est là, tu t'en parlais rapidement tout à l'heure, quand parlait ton papa, tu sais, t'as décroché le prix du meilleur interprète masculin au Festival de Carthage. Ouais. Donc félicitations. Merci. Ça doit être agréable quand même de recevoir un prix, de te dire putain. Surtout comment ça s'est passé. C'est ça qui est dingue. Parce que moi, quand on fait le festival, le réalisateur, il vient avec nous, tout ça, on est là-bas, on est à Tunis et tout. Et personne de nous se dit on va prendre un prix. Tu vois. Toute l'équipe du tournage, tous les acteurs, on ne s'est pas dit on va prendre un prix. Et on arrive là-bas, on est posé de ça. On se dit, quoi qu'il en soit, ils nous ont pris un hôtel avec une piscine, on va aller profiter. Donc on va là-bas, il y a l'hôtel, il y a la piscine, etc. On kiffe. Et le soir des remises des prix, moi j'appelle ma mère et je dis, maman, c'est en live sur la chaîne tunisienne, va regarder, peut-être tu vas me voir à l'écran, Zama. Elle me dit, Sahara, je regardais. Je dis, ok. Et à chaque fois qu'il y avait une caméra qui passait, j'étais là, tu as vu? Tu as vu, mais rien à faire, personne ne voulait me calculer, tu vois. Et bref, on est là. Et j'avais un poteau à moi, Oussa Gaza, qui joue dans le film, qui me dit, Foued, à chaque fois, il me faisait une blague, il me fait, c'est bon, là, le prochain, c'est nous. Il faisait, ouais, là, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Et à un moment, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, excuse-moi, je peux te prendre en interview en pleine cérémonie. Je dis, ouais, vas-y, moi, de toute façon, on ne sera pas sélectionné, je vais me faire une interview, tant qu'à faire. Et on y va, on vient me faire l'interview, et au loin, j'entends pour le meilleur interprète masculin du festival, Naba Foued. J'ai eu un bug. J'ai fait ça, j'ai regardé mon collègue, on s'est regardé, tu as vu moi et Oussama? J'ai fait ça, et de là on voit le mec qui prend le micro et qui vient, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as été nommé. J'ai été nommé quoi? Il m'a dit, viens là. Et de là, tu me vois courir sur la scène, et j'arrive, je suis essoufflé. Mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ah, t'as même pas et pensé tous les gens que t'allais gagner. Tous les gens autour pensaient. Ils savaient un peu. Donc ça, tout le monde s'est arrivé avec le style et tout. Moi, je suis arrivé, petite boulette. Je savais même pas quoi dire, la vie de ma mère. J'ai la vidéo. Je remercie mon père et ma mère. Le réalisateur, il était saigné, mesquin. Et moi, non, je remercie Karim Dridji. Tu vois, j'ai remercié toute l'équipe, tu vois, j'ai remercié la Tunisie de m'avoir sélectionné. Franchement, j'étais super content. Franchement, ouais, cinématographiquement, c'était le meilleur moment de ma vie. Et c'est vrai, c'est le moment où t'as vraiment. C'était la folie. Ah mon pote, ton premier film, t'es là, tu prends un prix du meilleur interprète masculin de tout le festival, sur je sais pas combien de films, mon gars. Et quand tu vois les films, parce qu'on a fait un peu la tournée des cinémas, il y a des gros films. Et c'est en 2017, tu sors 3 sons, Paradis, Maître Cohen et Genèse, les clips qui font plusieurs millions de vues, c'est le début du succès là. Vraiment, c'est là que tu sens que ça décolle. Ouais, c'est là où je fais mes premiers gros scores, entre guillemets, sur YouTube, ouais. C'est là où je vois que ça commence à en parler. Et c'est en novembre 2018, tu sors ton album qui s'appelle V, qui est signé chez Capitol, et tu dis d'ailleurs qu'il était sombre l'album parce que ta vie était sombre derrière.
Elle était sombre, pourquoi? Parce que c'était le bout de la ligne droite qui était compliqué au début? En fait, parce que j'avais une directive aussi à suivre, dans le sens où, tu sais, quand j'arrive dans mes premiers titres, que ce soit Paradis, Maître Cohen, j'arrive avec une image assez sombre, déjà, tu vois. J'avais vite compris que venir en tant que rappeur et kicker, c'est pas ça qui allait faire parler de moi. J'ai dit comment je peux choquer les gens, ok? Comment je vais arriver pour faire parler de moi. À te faire remarquer. Voilà. Et je me suis concentré, j'ai réfléchi à une image très sombre et je l'ai mis au grand public. Et c'est comme ça que ça a marché. Et après, c'est en 2020, tu sors le deuxième album qui s'appelle Santé et Bonheur. Et après, c'est en 2020, bande organisée avec Jul, t'en parlais avant, SCH, Naps, Somanes, tout ça. J'ai déjà reçu tout le monde, sauf SCH. C'est le dernier que j'ai pas reçu, tiens, de toute la bande. Okay. Ça fait des centaines de millions de vues. Tu dis, j'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après, j'ai déjà quitté. Les gens, ils t'arrêtent d'un coup. Tu prends une notoriété supplémentaire avec ce morceau. Tu vois une différence? Non, j'étais déjà loin avant ce morceau, il m'a rien rapporté. C'est moi qui ai rapporté au morceau. Je pense qu'ils doivent me remercier. Genre de fou, tu as vu? Ah, totalement. Ça... Parce que je sais que même tous les autres me l'avaient dit et tout, mais toi, tu vois aussi la différence. Mais moi, totalement. Avec un morceau. Moi, de ouf. Une réelle différence. C'est peut-être plus que les autres. Tu vois? Peut-être plus que les autres. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Parce que, à autant de bandes organisées, même si j'étais, entre guillemets, installé avec l'album Santé et Bonheur, on fait des beaux scores, on fait bien parler de nous, mais t'as SCH qui vendait déjà très bien, Naps qui vendait déjà très bien, tu vois. Donc en soi, Soso, qui faisait bien parler de lui avec ses titres qu'il faisait, moi j'étais entre guillemets pas le moins connu, mais le plus approuvé. C'est pour ça que je donne tout sur le couplet en fait. Et là, direct dans la rue, tu vois... C'est un bordel, c'est un bordel. En fait, le morceau est fuite et là, on l'entend dans tout Marseille. Mais c'est pas une façon de parler. T'as vu quand on dit on l'entend dans tout Marseille? Moi, j'ai un frère qui avait un commerce sur le Vieux-Port et je suis posé avec mon frère au commerce et toutes les voitures, c'était bande organisée. Ah ouais? Je savais pas s'il fallait être content parce que le morceau l'a fuité, mais ouf, tu vois le délire, ou mécontent. Mais en tout cas, t'as vu, le Gilles avait les nerfs. On avait un groupe WhatsApp avec toute l'équipe. Le morceau l'a fuité, c'était un de nous. Ça veut dire que le Gilles avait les nerfs dans le groupe. Et moi, je vois que le morceau, il pète. Je me dis, ça va faire parler... longtemps avant la sortie de... Une semaine, je crois. Ah ouais, c'est long quand même. Une semaine, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que nous, on est là. Et j'étais obligé de faire le mec dégoûté sur le groupe WhatsApp avec le J. Mais en vrai, moi, j'étais trop content. Putain, ça marche, les gars. Ouais, putain, je suis dégoûté, frérot. Ah ouais, c'est un truc de fils de pute. Voilà, et les radios l'ont joué direct, finalement. Ouais, de ouf. Mais en vrai, le clip était prêt? Tu sais, on est arrivé... Quand il a fuité? Je sais plus. C'est plus. J'ai arrêté, je sais plus, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Ouais, monsieur. Je sais plus. Mais maintenant, les radios, ils le jouent parce que les gens ont joué. Il était incontournable, ce titre-là. Ouais, c'est fou. C'était obligatoire. Il t'a pas, à la fin, ça te saoulait pas de l'entendre tout le temps? Tu sais, quand tu fais un truc, ça peut te gêner. Je vais te dire que c'était la Hesse. Je vais te dire que j'étais le moins connu. Je l'ai chanté à toutes les sauces, de partout. Tu me croisais au Vieux-Port. À mon frère. J'étais le plus heureux. Et il va la voir quand je la chante en showcase. Oh là là. À toutes les sauces, Guillaume. Showcase, je fais mes titres de V, mes titres de Santé et Bonheur, ce que les gens connaissent le plus. Arrivé à bande organisée. Je la fais une fois en entière. Je la refais jusqu'à mon couplet. Je la fais a cappella. Je la fais en piano-voix. Je la fais en violon-voix. À toutes les sauces. Et pour finir, je la refais en entière. C'est vrai? Je fais un showcase, moi, qu'avec du bande organisé, en fait, si tu veux savoir. Voilà, au moins, tu sais. C'est pas bon pour ma promo, mais j'en ai rien à foutre. Non, je rigole, je fais beaucoup de sons, mais bande organisée... Tout le monde l'attend, celle-là. Mais tout le monde l'attend. Des fois, je leur fais des feintes. Je mets le début, après j'arrête. Et je sais plus si c'est Soso ou Naps qui nous avait dit que le J, justement, Jul, il avait vraiment séparé les droits d'auteur pour que tout le monde gagne pareil. C'est pas vrai, le J, il a tout mangé. Moi, je serais pas dans ton sens. Bien sûr, il a fait ça. Bien sûr, mais c'est le J. C'est pour ça qu'il met des claquettes sur 7, il s'en bat les couilles. Il a prouvé, lui. Lui, tu l'invites à ton mariage, il vient comme ça. Il s'en bat les couilles, lui. Et c'est ouais, vraiment? T'as déjà vécu un moment où il fallait s'habiller chic et lui, il est arrivé vraiment en détente?
Quand on était sortis en boîte la dernière fois avec plein de drogue et d'alcool, avec le J. Mais tu mets des rumeurs horribles. À fond, tu as vu? Plein de cocaïne et tout. Non, jamais. Non, lui, il sort pas en plus, hein. Très peu. Il est assez timide comme garçon. Moi, quand j'ai été venu en interview, j'ai reçu. Ouais. Il était assez timide. Et pas du tout C'est à se la réservé, raconter, pas du tout à se mettre en avant, plutôt, tu vois. Mais peut-être c'est ça qui fait sa force, je pense. Tu vois? C'est ça qui fait sa force. Le mec... Tu sais, moi, je peux te dire que du bien du J, entre guillemets, tu vois. Ce qu'il a fait, entre guillemets, ça a quelque part changé ma vie, tu vois. T'as une anecdote en studio, pour qu'on s'imagine un peu, pour ceux qui le suivent et qui l'aiment bien aussi. T'as une anecdote en studio avec lui? Très jeune, on a 16, 15, 16 ans. Et à l'époque, on enregistrait chez Jul. Il avait son studio chez lui, dans sa chambre. Mais il a toujours, d'ailleurs. Il fait toujours la musique chez lui, non? Ouais, ben oui. Mais je te parle de l'époque. Ouais. Pourquoi tu mélanges tout? On parle de l'époque. Je suis hyper renseigné. Non. Et en vrai, à l'époque, il avait son studio dans sa chambre. Et un jour, il y a moi, lui, et je crois qu'il y a un autre poteau à nous rappeurs. Et on dort chez lui. On fait du studio jusqu'à 3-4 heures du matin. On dort. Et le matin, moi, je me réveille avant tout le monde. Et je le vois, il se lève. Tu sais, la première chose qu'un humain fait quand il se réveille, il va aux toilettes. Hacha commun. Il va aux toilettes. OK? Ah ben, je me rappelle comme c'était hier. Lui, il dormait en haut. Il a sauté. Il a allumé l'ordi. Il a fait une boucle d'instru. Et après, il allait aux toilettes. C'est un ovni, quoi, le gars. Ouais. Je me suis jamais dit qu'il allait tout casser comme ça. J'aurais jamais pensé. Mais en tout cas, c'était un bosseur. Déjà, à l'époque, il avait plus de 300 sons. Il osait tout, le mec. En fait, lui, il ose tout. Et il a une magie, ce mec-là. T'as vu quand il fait un titre, ah ben, il arrive à se mettre dans la peau. Tu sais, des fois, il va prendre le flow de Michael Jackson, il va se mettre dans la peau. C'est incroyable, c'est à voir en tout cas. En studio, c'est à voir. Il est mimique, il est tout pour poser le morceau. C'est incroyable. Il bosse beaucoup, toujours maintenant, non, je crois. Ouais. Tous les gens qui le connaissent un peu proches et tout, me disent qu'il travaille tout le temps. Et qu'il a je sais pas combien de morceaux d'avance pareil. Il continue à bosser comme un ouf, quoi. Donc c'est mérité, finalement. C'est agréable. En fait, moi, un jour, j'ai vu une interview de Jamel Debbouze qui disait « J'ai jamais vu quelqu'un qui travaille et qui ne soit pas payé à la fin. » C'était la phrase qui m'a motivé de toute ma vie. Ah, c'est vrai? Donc, oui, si tu taffes, ça marchera. Après Monde Organisé, tu décides, tu dis dans une interview, à perdre du poids. Tu arrives à perdre 40 kilos. En combien de temps et comment t'as fait? 40 kilos, ouais. Tu dis ta mère a une boisson magique. Ouais, ben en fait, tu sais, déjà j'apprends que j'ai le diabète. Ah, ok. Juste après Monde Organisé, j'apprends que j'ai le diabète. Mon médecin il m'appelle, il me dit « Je t'annonce la nouvelle ». Que je salue d'ailleurs, j'ai le meilleur médecin au monde. Docteur Joly, il s'appelle. C'est de la bombe. Tu peux le laisser ça, s'il te plaît? Vas-y, pas de problème. Merci. J'ai un médecin super, il est top, Docteur Joly. Il m'a payé pour la... Je dis, ouais, docteur. Et en fait, le docteur, il m'appelle, il me dit, Fouad, t'as un diabète, en fait, tu vois. Il dit, OK. Le lendemain, je suis reparti voir mon coach que j'avais quand j'étais jeune. J'ai dit, mon pote, il faut que je maigrisse. Je ne veux pas prendre de médicaments pour le diabète, des trucs comme ça, je ne veux pas le prendre. Je dois maigrir. Il m'a dit, OK, viens demain à 9h. Et de là, je partais tous les jours, tous les matins. Ah, c'est pour ça que tu dis que tu fais du sport tous les jours maintenant? Ouais. Et je partais, je faisais du sport. Et un jour, le docteur, il m'appelle. Il me dit, il faut qu'on prenne des prises de sang pour revoir où en est ton diabète. Sauf que quand il vient chez moi pour prendre des prises de sang, je sors de ma chambre, je parle de ça 6 mois après, il pète un plomb. Il pète un plomb. Il me regarde, il me dit, Fouad. Je dis, ouais, appelle-moi Kof maintenant, bâtard. Je rigole. Il me regarde, il me dit, Fouad. Je dis, ouais. C'est incroyable. Et il me prend un piqûre. Et un jour, je vais faire du vélo vers la plage. Il m'appelle, il me dit, ouais, Fouad, je peux te parler? Je dis, ouais. Il me dit, accroche-toi. Ouais. Il m'a dit, ton diabète, il a disparu. C'est vrai? Putain, félicitations. Merci. 40 je crois qu'il est revenu, là, en fait. Je me suis laissé aller ces derniers temps de ouf. Non, mais ouais, après, il a disparu et j'ai continué. En fait, mon coach, qui est Alain Sportouche, m'a fait aimer le sport. Tu vois?
Et du coup, en vrai de vrai, tu les vois même plus partir avec En fait, il faut kiffer, sinon c'est trop dur. Exactement. Et à côté de ça, tu joues aussi dans Bac Nord. Tu fais un rôle, ça c'était en 2021. Puis dans Cash et dans Pax Massilia, là. Est-ce que tu as fait un casting? Je le demande, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as fait un casting très dur? Vraiment, parce que c'est très difficile, les castings. C'est vraiment le truc qui n'est pas agréable. Tous les comédiens le disent, c'est unanime, c'est désagréable. Est-ce que tu en as fait un horrible? En fait, il y a des directeurs et des directrices de casting qui sont des fois... qui sont chiants, en fait. Qui prennent pas en compte le fait que le mec stresse. C'est le mec, tu sais pas ce qu'il vit à côté, le mec il a envie de ce rôle-là, il veut ce rôle-là. Donc quand le mec il vient, essaye de le mettre à l'aise. Tu vois, je suis tombé sur des directeurs de casting super cool. Et je suis tombé dans d'autres où t'as l'impression qu'elle te met plus la pression que la pression. T'as pas envie de jouer, donne-moi envie de jouer. Tu vois le délire ou pas? Et une fois, tu sais, moi je fais beaucoup mes castings à Paris. La plupart des castings sont à Paris. C'est très centralisé en France. Donc, moi, quand je fais un casting, je descends de Marseille, je suis de Marseille, je monte jusqu'à Paname, je fais mon casting, mais après, j'ai plus rien à faire. Juste pour 2 minutes. Hein. Donc, j'ai 14 heures de route. Tu comptes 7 heures et 7 heures, 14 heures de route, et tu arrives là-bas, comme tu as dit, c'est 2 minutes, allez, maximum 10 minutes, ton casting. Mais quand tu es accueilli par une personne qui te donne pas l'envie de jouer, tu te dis, putain, je suis venu que pour ça. Tu vois. Et une fois, pour l'anecdote, une fois, je suis allé, et je rentre, et la meuf, elle me regarde même pas. Et Guillaume, elle me calcule même pas. Ouais, vas-y, assis-toi. Je m'assois. Ok, elle me dit, vas-y, fais ton truc. Ok, je fais mon truc. Ça a duré, là, pour le coup, vraiment 2 minutes. Allez, tu peux y aller. Je me relève, je bouge. Personne ne m'accompagne à la porte, rien. Je dis, ok. C'est dur, quoi. C'est compliqué. C'est dur. Je reprends ma voiture et je redescends à Marseille. Et le pire, c'est que ne te dis pas, il s'arrête à un restaurant manger. Non, on redescend direct. Si on mange, c'est dans une aire de repos. Et et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, par la suite, la meuf savait déjà que c'était moi le rôle. Ah ouais? Ouais. En fait, et c'est par la suite où j'ai appris qu'ils disent, entre guillemets, c'est les 7 premières secondes où ils savent c'est toi ou pas. Effectivement, je pense que tu sais tout de suite à la tête, en réalité. Il arrive, je dis, OK, il faut être, je vois comme ça. Mais ça, je le savais pas encore. C'est tout de suite. Mais ça, je le savais pas. Mais du coup, c'est faussé. Maintenant, quand je fais des castings, je sais plus quelle tête je dois faire. J'arrive, je suis là, je sais plus quoi faire, tu vois. Tu sais plus, frère, c'est chaud. Je sais plus dans quelle place tu te mets, tu vois. C'était pour quel rôle, celui-là? Je te dis pas, tu es fou, quoi. La directrice de casting va plus m'appeler. J'ai insulté et tout, mon gars. Je fais très attention à ce que je dis, mec. Tu m'auras pas, mec. Rien. Voilà. En février 23, tu sors Matrixé, meilleur démarrage de tous tes albums. Ouais. Félicitations encore une fois, ça c'est le dernier. En première semaine, tu bats tous tes records et tout. Ouais. Et ton dernier album, là, qui vient de sortir, qui s'appelle Après minuit, t'es seul, il n'y a pas de featuring dessus. C'est une volonté. En fait, un petit feat Nino, Maes, j'aurais pas dit non. Tu vois le délire ou pas? Mais en vrai, les feats que j'aurais voulu, c'était soit peut-être inaccessible, soit manque de time, ok? Donc j'ai pas pu faire les feats que je voulais. Et je voulais pas forcer et pas me retarder sur mon album. Je voulais sortir absolument le 19 janvier. Je me suis dit, t'es quoi? Fais ton album solo. Dans le morceau qui s'appelle Dans la ville, dans ton dernier album, tu dis, dans l'album qui s'appelle Après minuit, tu dis entre le halal et le haram, je suis mitigé. Ouais, entre le halal et le haram, je suis mitigé. Bah, je pense c'est que ça, ouais, en fait. On fait ça, en fait, c'est un peu... Tu sais, c'est comme le... Tu aurais pu l'apprendre en mode le bien ou le mal, je suis mitigé, en fait. Tu sais, il y a des fois où tu as envie de faire le bien, et il y a des fois où tu as envie de faire le mal. Tout dépend de ton humeur, tu vois. Tu as sorti une série en même temps sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vous mets le lien d'ailleurs en cliquable si vous voulez. Pardon, allez chercher l'album et si vous voulez voir la série, je vous mets les 2 liens en cliquable sous la vidéo, comme ça vous pouvez cliquer. La série, elle tue sa mère. Voilà. C'est quoi la série? En fait, la série, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'histoire de comment, entre guillemets, j'ai créé l'album, ok? Et j'ai romancé une histoire. Je voulais mettre, entre guillemets, tu sais, mon but, à moi, ultime, c'est de finir réalisateur. Je l'ai fait avec des petits moyens. C'est pas les moyens d'un grand réalisateur, ok? Mais je l'ai fait avec des petits moyens et avec toute l'équipe, on aime beaucoup ce qu'on a fait. Donc au final, mais l'histoire, elle est intéressante et elle est belle. Dans un morceau, tu dis « Raconte pas tout, frère, Internet, c'est méchant ». Tu regardes sur Internet ce qu'on dit de toi ou tu regardes plus, ça te vexe ça... Tu sais, quand moi je suis arrivé, comme je t'ai dit, avec les morceaux Paradis, Maître Cohen et tout, j'étais très, très, très critiqué. Très, très critiqué. Et paradoxalement, ça a fait ma force.
Ça veut dire que je me suis dit, attends, on n'a jamais parlé de moi. Là, ça parle de moi, que ce soit bon ou mauvais, j'en ai rien à foutre. Mon but, c'est de faire parler de moi. Tu vois, le délire ou pas. Donc, en soi, en bien ou en mal, ça ne me touche pas. En réalité, je suis né de ça. Je suis né de critiques. Et quand je te dis critique, c'était 80% de mauvaises critiques, 20% de personnes qui kiffaient ce que je faisais. Tu vois, et même ce qui kiffait ce que je faisais, tu sais, les commentaires, c'était quoi? Eh, il est trop fort, ce bâtard. La tête de ma mère. Eh, fils de pute, il blasphème de ouf, mais il est trop fort. C'était des commentaires comme ça, tu vois, le délire ou pas. Et en vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je suis né de ça maintenant. Je suis imprégné de ça. J'en ai rien à foutre, je regarde. Je suis arrivé à un stade où je regarde même plus. Et je ne regarde pas. Ça, tu as vu? Tu regardes pas? Tu peux prendre toute mon équipe. Tu peux prendre toute mon équipe et les prendre un par un en interview, ils vont te dire. Je ne regarde rien, ce qui me concerne, et même des entre guillemets, si on peut appeler ça des dramas, des trucs de l'autre il est dans la sauce, des trucs, même ça, je regarde pas. Est-ce que tu as eu un échec et si oui, lequel? Tu sais, souvent, on s'en sert des échecs pour à la suite. Le plus gros échec, je sais pas, ça sera le plus gros échec que j'ai connu, mais en tout cas, dernièrement, un échec que j'ai connu de ouf, et je te jure que tout ce que je vais raconter là, c'est réel. Tu sais, moi, j'ai mon poteau avec qui je tourne, qui s'appelle Abou, ok, avec qui je fais tous mes showcases. Alors, on fait tous nos showcases ensemble, tu vois. Et tu connais Abou, il fait 2 mètres, il est comme ça. Les gens, ils le voient comme un sécu, ok. Et du coup... Abou, ça veut dire le fils de... Ouais, c'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Abou, il s'appelle Abou Bakr. Exactement. Et Abou, bref, et je leur dis, les gars, moi, je suis à l'étranger, je vais rentrer en France pour le showcase. Par contre, je vous donne rendez-vous dans la ville directement où le showcase se déroule. Vas-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'arrive dans la ville. De toute mon équipe, il n'y en a que un qui est là. Je me dis, où Abou? Mais je te jure, j'ai pas de nouvelles de lui. Et de là, on m'envoie un snap, Guillaume. Et je regarde le snap et je vois pas Abou, mon bras droit, qui est censé être ma sécurité, en train de faire poursuite avec la police en scooter. Mais non. La tête de ma mère. Mais la vidéo, je l'ai, je vais te l'envoyer s'il me permet. Il se filme? Non, c'est des gens du quartier qui le filment et tu le vois en scooter et tu vois les flics derrière avec les gyrophares, 2 motards derrière lui et lui, tu le vois passer à balle. Donc il est jamais arrivé? Mais c'est vrai, au bout du truc, il y a eu un accident et tout à la fin. Ah oui? Ah, il s'est tué à la fin, ouais. Il s'est tué, bon, ils l'ont embarqué, tu vois. Je crois même qu'il a tenté le truc de je suis le manager à Coffs. Tu vois, il a essayé de me mettre un peu dans la merde. Mais de ouf. Et du coup, il s'est retrouvé à l'hôpital et tout, enculé. Il s'est retrouvé à l'hôpital et tout, et je me suis retrouvé à faire un showcase. Sur le showcase, je crois qu'on était 12. Mais non. Tête de 12 dans le public? Ouais. Pourquoi il y a si peu de gens? Sur la tête de ma mère, je crois qu'on était 6. Mais non. 12, je voulais pas faire cramer, mais 6, voilà. 6. La tête de ma mère. Il y avait 6 personnes? Un showcase avec 6 personnes? Mais à cause de quoi? J'ai pas de buzz, mec. Je vais trouver des excuses, mon pote. Je suis pas si connu que ça, hein, c'est tout. Excuse-moi, mon frère. Ça s'aurait su si j'étais Jules. Non, c'est qu'en fait, le mec, ce qu'il a fait, qu'il nous a pas dit, c'est que le mec, en fait, il s'est fait un showcase privé. Pour de vrai? Tête de ma Il a mère. payé pour que tu viennes chanter? Ouais. Il y a que des gens de sa famille. Mais non, c'est Que pas des possible. gens. La tête de ma mère, c'est réel. Et il t'a payé? C'était fermé, c'était tout. Mais nous, quand on rentre, on part derrière. Truc, les gars, mettez-vous bien. Mais le mec, il nous met max, hein. Top, hein. J'arrive, je dis, bon, les gars, je vous le dis, un chien est fermé. Comment un chien est fermé? Mais tu vois, en fait, c'était pour moi. Je vais faire plaisir à ma famille, Mais non. la vie de ma mère. Et il t'a vraiment payé? Encore heureux. Pas une arnaque, quoi. Encore heureux. Je serai encore là-bas. Là, mes sous, je veux mes sous. Pourquoi Non. c'était déjà arrivé qu'on Mais ne te c'est paye pas dans frustrant. ce métier? Non. C'est rare quand même, ça. Non, c'est rare. C'est rare. Et attends, et récemment, tu as joué, juste pour finir là-dessus, dans la série Mercato, qui va être diffusée, c'est en 2024. Qu'est-ce que c'est? C'est où? Mercato, c'est une série où j'ai kiffé jouer. Je te jure que les gens, je pense, vont kiffer parce que nous-mêmes, les acteurs, on a kiffé. C'est une série avec Arnaud Ducré, Manon Azem et Ilyes Kadri. C'est 3 acteurs que j'adore, super forts. Et déjà sur le plateau, on rigole de ouf, tu vois. Après le pitch
de la série, c'est un flic de Paris qui est muté à Marseille. Et nous, on est les flics de Marseille, on fait tout pour le faire descendre, pour le faire monter à Paris. Mais lui aussi, il veut quitter Marseille pour remonter à Paris. Sauf que, je vais pas spoiler, mais en tout cas, c'est un gros truc. Cyrano du Grès, c'est une série TF1. Ouais. Il est beaucoup sur TF1, etc. De ouf. C'est diffusé, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas, ça va être diffusé cette année. Mais le Arnaud Ducré, là, il est niqué du cerveau. Pourquoi? Il est fou. Il est fou. Il fait trop rire. C'est vrai, je connais un petit peu, mais pas très bien, mais je l'embrasse, on s'est déjà croisé quelques fois. Je t'explique. Il est malade mental. Il est trop gaulerie. Du début de la journée. Et là, le manager, il me l'avait prévu, ça. Il m'avait prévenu, pardon. Il m'a dit, Fouad, là, le Arnaud Ducré, tu vas rigoler. Tu vois, qu'est-ce que je vais rigoler? Du début de la journée, on arrive, il est 7h du matin, jusqu'à la fin. Il rigole toute la journée. Ah bon? Et il sort des blagues. Il a trop d'inspiration. Il est trop vif. Il est trop vif. Je connais plus Manon Azem, extrêmement drôle. La bombe. Elle a une énergie aussi, c'est fou. Je t'explique. Manon Azem qui est super forte et le jeune Ilias Kadri, ils sont super forts. Et le vrai truc, c'est que tous comme on a tous kiffé jouer ensemble, en fait. Sur le délire, c'est une réelle ambiance. Comme là, on se tâte qu'il y a la deuxième saison. Ah, c'est vrai? Donc ça, on se parle tous les jours. On se dit, les gars, putain, Inch'Allah, il y a la deuxième saison. Et Manon Azem, c'est... C'est génial l'ambiance de partir en tournage pendant plusieurs semaines, comme ça doit être génial, non? En fait, c'est génial quand tu es entouré d'une bonne équipe. Tu vois, des fois, tu peux tourner avec des gens assez relous, qui te cassent plus les couilles qu'autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est une bonne équipe, c'est des bonnes personnes, on rigole bien. Tu vois. Toi, t'es marié, je vois. Mm-hmm. C'est pas un problème pour ta femme quand tu pars comme ça longtemps sur un tournage? Quand ce qui s'agit du cocon familial, j'essaie de l'entretenir au maximum que je peux, dans le sens où quand je pars en déplacement, on fait en sorte que je puisse prendre ma famille avec moi ou que je puisse faire des allers-retours. Et parce que pour l'équilibre, c'est très difficile. Le problème, c'est ça, c'est plein de comédiens qui disent quand ils partent parfois 1 mois, 2 mois sur des longs métrages, c'est toujours difficile, quoi. Ouais, mais après, tu sais, quand tu pars 1 mois, 2 mois, c'est que ton rôle il est assez important. Et donc c'est justifié le fait que tu peux, Non, bien sûr, prendre ta famille avec toi, quoi, tu vois. T'as des enfants, toi? Ouais. C'est quoi, t'en as combien? Une. Une? Petite fille? Ouais. Plus beau jour de ta vie? Non, je dors moins, frère. T'as dit quoi? Je dors moins, frère. C'est mais con, ça. Bonjour. Ah non, je crois que je vais tomber sur l'hypocrite, là. Tu tombes sur un hypocrite, là, tu te trompes, là, mon frère. Ah ouais, c'était le plus beau jour. Ah putain, non, casse-couille. Hein. Tu dors quoi? pas? Elle est sortie, il est à 8h du matin, frère. Elle me laisse jamais dormir. Quel beau jour de ma vie. Tu t'en occupes? Je t'ai dit, je l'aime pas. Je la déteste. Je peux pas me la voir, tu comprends pas quoi. Ouais, je m'en occupe un peu, ouais. Quel enfer. Je m'en occupe un peu. Sa maman s'en occupe très bien, je m'en occupe un peu. Parce que le papa avec la fille, souvent, c'est quand même... Ah, moi, je suis le préféré. Mais ce qui est bien, c'est que ma femme fait en sorte que la petite m'aime encore plus. C'est-à-dire que même quand elle achète des cadeaux à ma fille, eh ben, elle dit c'est ton père. Ah, c'est vrai? De ouf. C'est ma femme, je sais pas. Tu suis le foot? Terminé. Ou est-ce qu'on peut habiter à Marseille et en avoir rien à foutre? En fait, non. En fait, tu peux habiter à Marseille, t'en foutre du foot, mais tu vas aimer l'OM. Moi, ça, c'est l'histoire de ma vie. Je m'en bats les couilles du foot, mais j'aime l'OM. J'aime l'OM, tu vois. Je vais pas me renseigner qui joue, qui fait quoi, mais j'aime l'OM. Tu vois. J'aime être parmi les supporters, soutenir, voir des matchs, tu vois. J'aime quand ils gagnent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? À part que ton album fonctionne et on te le souhaite après minuit. Beaucoup plus de cinéma. La santé. OK. Une vie heureuse. Avec plein de petits enfants qui courent. Assez discret. Assez posé. Loin du star system et de tout ce qu'il y a à côté. Ouais, loin de tout ça. Tout en faisant du cinéma à côté. Tout en faisant du cinéma, mais essayer de trouver un équilibre dans ma vie qui fait que je puisse me reposer dans l'anonymat. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est l'anonymat, elle me manque un peu. C'est vrai? Ouais, beaucoup, la vérité. J'ai vu une interview de Vincent Cassel qui a dit il n'y a pas longtemps, moi ça me manque pas, entre guillemets, qui a dit moi ça me manque pas, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu, j'ai travaillé pour. Mais honnêtement, j'ai travaillé pour,
Et c'est pas parce que moi, personnellement, j'ai travaillé pour que forcément je le veux maintenant, en vrai. Ça me dit plus, en fait. Ça me dit plus. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça me dérange pas dans le travail. En fait, je vais continuer à tourner, je vais continuer à faire mes films, jusqu'à maintenant faire mes albums, etc. Mais peut-être trouver un endroit où je serai un peu plus moins reconnu. Peut-être habiter à l'étranger, t'aimerais? Non, parce que j'aime la France. J'ai grandi avec les codes français. Oui, c'était racines. Aujourd'hui, c'est ton éducation. En vrai, c'est parce qu'il y a la carte vitale. Tu veux savoir la vérité? On a dit sans filtre. Non, j'aime la France, mon frère. J'aime la France. Je suis français, on mange bien en France, tu vois. Mais Tous les gens qui voyagent, ils se rendent compte qu'on est bien en France. en fait, moi, j'ai une parole qui dit, et je te jure, j'y pense vraiment. Plus je voyage, plus j'aime la France. Plus tu voyages, plus tu vois à quel point, tu vois. Mais c'est bien de bien doser, en fait, la France. C'est bien de bien doser. C'est bien de voyager, surtout. Tu vois le délire? C'est-à-dire, tu te fais... Moi, je suis un globetrotters. Moi, je suis chaud à me faire 3 mois au Maroc, 3 mois en Algérie. Tu vois le délire ou pas? 3 mois en France. Et il y a une personne qui habite à l'étranger qui m'a dit, Fouad, tu apprends mieux à apprécier la France quand tu vis À l'étranger. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, c'est marrant. Ouais, il m'a dit ça, tu vois. Ça veut dire qu'on verra. On verra, mais en tout cas, moi, ma vie à moi, j'avais que mon petit cocon. Tu sais, moi, j'ai grandi. J'ai grandi en voyant mon père aller au travail le matin, rentrer le soir, faire sa douche, se poser devant la télé, manger, dormir. Ça a été mon exemple toute ma vie. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vivre. Je suis arrivé à un stade où j'ai envie de vivre ça. Tu sais, je te dis un truc. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à ma femme, je te jure, chérie, j'ai envie d'aller habiter peut-être 1 an en Australie. Elle me dit, mais pourquoi? Je n'ai jamais parlé de l'Australie, elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, j'ai envie de faire Uber là-bas. J'ai envie de prendre une voiture, m'acheter une voiture et faire Uber. Et prendre des clients, les ramener, travailler, tu vois le délire. Ça manque de ouf. T'as envie de connaître? Mais de ouf. Non, pas de connaître, de reconnaître. Parce que je l'ai connu, moi, ça. Tu sais, après le festival de Cannes, tout à l'heure on en parlait, après le festival de Cannes, je suis parti livrer des sandwichs. Mais pas parce que... parce que j'avais besoin d'un salaire aussi, mais parce que je kiffe travailler. J'ai mon ancien patron, justement, de Chicken Run à l'époque, c'était un truc qui livrait des sandwichs à Marseille. Il m'a dit, Fouad, je me rappelle, il m'a appelé la semaine dernière. Ça faisait au moins 1 an que je ne l'ai pas eu. Il m'a dit, je t'ai appelé pour voir si t'as changé ou pas. C'est vraiment un arabe. Balle perdue pour les rebeux. Et ouais, et en soi, il m'a dit, Fouad, je me rappellerai toute ma vie de quand on m'a appelé pour que tu travailles. Et le mec, il a appelé, et c'est réel, c'est moi qui ai dit au mec ça. Le mec, il a appelé, il a dit, hey, j'ai un mec, il rêve de travailler à Chicken Run, est-ce que tu peux le faire travailler? Et c'était réel. C'était mon kiff de travailler, de livrer les sandwichs, être à la fois indépendant, mais sous un patron quand même, tu vois. Moi, c'est ça. Moi, je kiffe la vie comme ça. C'est-à-dire que demain, la musique, ça marche pas. Le cinéma, ça marche pas. Je serai autant épanoui avec tous mes petits-enfants, ma petite femme et mon travail lambda. Tu vois ce que je te dis? Ouais, c'est hyper important d'être détaché. Mais de ouf. Ah, mais moi, Parce que ce milieu, il est trop dur, sinon. Tu sais, je fais vraiment la différence entre... Fouad Naba, c'est Fouad Naba. Fouad Naba, il est marié, il a sa petite famille, il a son petit truc, c'est à la maison. Tu vois, à la rigueur, tout ce que je dis sur ma famille là, à l'heure actuelle, je peux te dire, frère, enlève-le, je n'ai pas envie que les gens sachent ce que j'ai à côté en vrai. Tu vois, c'est le truc où je me préserve énormément. Ouais, c'est le truc que j'ai le plus cher en fait. Ouais, bah évidemment, c'est le cinéma, la musique, le truc, le buzz, j'en ai rien à foutre, frère. Wallah, j'en ai rien à foutre, je suis très très détaché de ça. C'est un travail, c'est Koff qui est dans tout ça. Tu vois ce que je te dis ou pas? Mais Fouad, moi j'ai ma vie. Moi j'aime trop, je rentre chez moi, Guillaume, frère. C'est ma femme, elle m'a fait à manger, je mange. Je voyage avec ma femme, je rigole. C'est ma poteau, c'est ma complice. Tu vois, ma petite fille. Tu vois, c'est pour moi, la vraie vie, elle est dans ça. Je pense différemment de certains, mais pour moi, la vraie vie, elle est dans ça. Là, je m'en bats les couilles. C'est ce qui t'a fait changer ta fille? Moi, c'est ce qui m'a guéri, tu vois, de ce besoin de, on fait ce métier parce qu'on a un petit garçon, mais... C'est un petit garçon. Et quand j'ai eu un petit garçon, il y a 3 ans, bah, ça m'a guéri, moi, de ça. Ça m'a détaché de ce métier. Moi, je dis, en fait, c'est quoi? C'est pas le plus important. Moi, je t'ai déjà détaché. En vrai, même mes gars, tu sais, que ce soit Desch, que ce soit Abou, Fletch, tous, ils me disent la même chose. Ils me disent, Fouad, putain, mais
t'es pas conscient je mesure mes paroles, hein, bien sûr, de qui t'es. Ça veut dire que ce soit cinématographiquement ou musicalement. Mais c'est pas parce que je suis pas conscient, c'est que je suis détaché, mon gars. Mais c'était avant ma fille. Mais là, encore plus. Quand tu regardes ton enfant, tu te dis, qu'est-ce que je vais aller me faire chier sur un truc qui va pas durer peut-être ma vie, ça va être le délire ou pas. Mis à part, encore une fois, le cinéma que je peux prendre comme un vrai travail. Mais le rap, aujourd'hui, je pense que le rap, c'est devenu c'est plus trop ce que c'était. Honnêtement, c'est plus trop ce que c'était. C'est devenu un peu malsain. C'est devenu un peu tout le monde veut savoir l'autre, la femme de l'autre, la sœur de l'autre, le frère de l'autre. Ça me... Toi, t'es pas dans les classes, jamais. Non, parce que, tu sais, je pars du principe, comme j'ai toujours dit, comment ça s'appelle, dans la rue, quand je vois deux mecs s'embrouiller, moi, si je peux pas arranger les histoires, je me mêle pas, frère. C'est pareil. Dans la musique, c'est pareil. Si je vois deux mecs, même si deux potes, ils se clashent, ils se déchirent, j'en ai rien à foutre, mon frère. Si je peux pas arranger les histoires, moi, je vais voir l'un, frère. Tu peux arranger? Non, je vais lui niquer sa mère. Toi, tu vas ah, niquez-vous, les gars. Tu vois ce que je dis? En vrai de vrai, c'est ça. Tu vois. Ouais, bien sûr, mais après, à titre personnel, non. Tu vois, je vais pas te faire le grand chanteur qui va te dire, ouais, non, moi, c'est demain, écoute, c'est sur la rue, etc. Tu vois. Mais voilà, qu'Allah nous préserve d'en arriver là. Juste avant de se dire au revoir, je vais juste filmer le setup pour montrer un peu tout le monde, tous ceux qui ont bossé sur l'émission. Merci à Bedjos, voilà, qui est là, qui a tenu la caméra, qui va monter. Et c'est lui qui va monter, hein. C'est-à-dire lui qui va monter. Hein. Je commence à avoir peur. Il y a Sébastien qui est là, la caméra mobile, qui fait tout avec moi. Tu vas voir toute l'interview, il a rigolé, lui. Derrière, ah oui, je vous montre vraiment voilà, le setup quand il est monté. Je sais plus ton prénom. Desh, ok, t'es le manager. Le manager. C'est le manager, producteur, casse-couille, tout de moi. Tout de moi. Merci, tu nous as repris à plusieurs reprises quand on disait des conneries et tout. Et heureusement que tu étais là. Merci à toi. Et merci à Thibaut, voilà, qui est venu, malgré un gros problème au pied, il boite, gars, mais il est venu jusqu'ici. Donc merci beaucoup à vous tous. Et juste pour dire merci au château qui nous a reçus, parce qu'ils ont été vraiment sympas ici. Château de Forbin, châteaudeforbin.com si vous voulez, c'est pour des séminaires. Il y a des chambres franchement de malades, il y a un terrain de ouf, des piscines et tout, donc si vous avez besoin. Et merci à l'hôtel Le Provence à Gémenos. On remercie tous ceux qui nous ont accueillis gentiment et qui en a fait plein de photos et tout ce matin au petit-déj devant les œufs brouillés. Merci beaucoup à eux pour l'accueil. Et merci à toi, gars. C'était un plaisir de te rencontrer. Franchement, au top, frère. J'ai passé un vrai moment. C'était cool avec l'équipe, franchement. Vraie interview. Ça fait plaisir de faire des interviews un peu avec des personnes qui étudient ton cas avant de faire une interview de ouf, qui font des réelles recherches. C'est sympa, gars. Après minuit, je vous mets l'album de Koffs en cliquable sous la vidéo. Et puis, je suis content d'avoir rencontré Fouad, surtout. Voilà. On a rencontré les deux en une émission. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi l'émission. Continuez de vous abonner, les gars, de plus en plus nombreux sur Légende. Une émission tous les mercredis, vendredis et dimanches. On est en direct de Marseille. Bisous tout le monde. Il t'a connu, rappeur, ton papa? Ouais, ben ouais. Comme je t'ai dit, c'est lui qui disait à ma mère, laisse le rapper. Mais c'est ça, il t'a connu au tout début. Je te parle ou quoi? Parce que c'est... De quoi? Tu écoutes pas comme je te parle ou quoi? Je te dis... Genre, le mec, t'es un peu nerveux. Je dis, ah, Guillaume, arrête. Non, mais... Je te l'ai dit, non, mais... En vrai, ouais, c'est lui qui disait à ma mère, ouais, laisse-le. Ouais, il m'a connu rappeur, je sais non. pas si je garderai tout. Ouais. Il y a eu trop de coups de pression, là, putain. Ça me barbouille. Non, mais en fait, quand t'es pas intéressant, je coupe. Ah, t'es une merde. Il m'a clashé. Ah, tu mets le doute.